Avant de commencer l'histoire, dites-nous d'où vous nous regardez en laissant un commentaire ci-dessous. Si cette vidéo de Soulful Narrative vous plaît, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Passez une excellente journée. Bonne écoute à tous. La flûte à champagne vola en éclats sur le sol de marbre, à l'instant précis où le cœur d'Élise Morgan se brisa. Un silence se fit dans la salle de bal de l'hôtel Crestmore. 300 paires d'yeux se tournèrent vers le bruit. Mais Élise remarqua à peine le liquide doré qui s'étalait à ses pieds, ni les éclats de cristal parsemaient tels des étoiles déchues. Son regard était rivé sur le visage de son mari. Roland Hay. L'homme qui lui avait promis l'éternité 7 ans plus tôt, se tenait là, à côté d'une blonde qui avait la moitié de son âge, sa main possessive en serrant sa taille. Mesdames et messieurs. La voix de Roland retentit dans la salle du gala de charité, captant l'attention avec cette même arrogance qui l'avait autrefois séduite. J'ai une annonce à faire. Les doigts d'Élise tremblèrent alors qu'elle s'agrippait au rebord de la table. Sa peau chocolat s'empourpra sous la prémonition du désastre. Elle savait que quelque chose n'allait pas depuis des mois. Les nuits tardives, les regards méprisants, la façon dont il s'était mis à tout critiquer, de ses cheveux au naturel jusqu'à son rire. Mais jamais elle n'aurait imaginé qu'il oserait faire ça ici, lors du gala annuel de levée de fonds pour l'hôpital pour enfants qu'elle avait elle-même organisé. Comme beaucoup d'entre vous le savent, la vie est une évolution, continua Roland, ses yeux gris acier balayant la foule, mais évitant soigneusement les siens. Il s'agit de reconnaître le moment où l'on n'est plus à sa place dans certaines situations. La blonde, Lila Bennett Élise la reconnaissait maintenant. Sa coach sportive personnelle de 28 ans, gloussa et se serra un peu plus contre lui. Le diamant de 4 carats à son doigt attira la lumière du lustre, envoyant des reflets irisés sur les murs. C'est pourquoi je suis ici pour annoncer qu'Élise et moi allons divorcer, dit-il, d'un ton aussi désinvolte que s'il annonçait un changement de programme pour le dîner. Et que Lila et moi sommes fiancés. La salle éclata en exclamations de stupeur et en chuchotements. Élise resta figée, sa dignité seule la maintenant debout. 7 ans de mariage réduit à un spectacle public. 7 ans à soutenir ses ambitions, à organiser ses dîners d'affaires, à jouer l'épouse parfaite, tout en mettant entre parenthèses ses propres aspirations de décoratrice d'intérieur. Voyez-vous, continua Roland, sa voix se chargeant d'une pointe de cruauté, un homme dans ma position a besoin d'une partenaire qui comprenne les exigences de la haute société. Quelqu'un qui puisse rehausser notre style de vie. Pas le freiner. Ces mots la transpercèrent tels les éclats de la flûte brisée. Willow Lane Carter, la galeriste devenue sa plus proche confidente, commença à fendre la foule pour la rejoindre. Mais Élise leva la main. Elle refusait d'être secourue. Pas ici. Pas comme ça. Élise est une femme adorable, dit Roland, la regardant enfin avec une sympathie feinte. Mais soyons honnêtes, elle n'a jamais vraiment été à la hauteur de ce monde. Elle a essayé, la pauvre chérie. Mais certaines personnes sont simplement faites pour des choses plus simples. Le rire de Lila tinta, cristallin et cassant comme du verre brisé. Oh, Roland, tu es terrible, roucoula-t-elle, assez fort pour que toute l'assemblée l'entende. Point même si je suppose que ce qu'on dit sur la compatibilité est vrai. Les différences culturelles peuvent être tellement compliquées. Le sous-entendu racial n'échappa à personne. Élise sentit l'atmosphère de la salle basculer. Certains visages affichaient du dégoût face au comportement de Roland. D'autres, bien trop nombreux, hochaient la tête en signe d'approbation silencieuse. Elle avait toujours été la seule femme noire dans la plupart de ses cercles. Tolérée grâce au statut de Roland. Jamais véritablement acceptée. Vivian Brox, l'une des rares amies sincères qu'elle s'était faite, s'avança. Roland, ce n'est ni le moment, ni l'endroit. Au contraire, l'interrompit-il. La transparence est primordiale dans notre milieu. Je respecte trop Élise pour la laisser vivre dans l'illusion. Elle mérite de savoir que j'ai déjà lancé la procédure. Lila et moi nous marierons le mois prochain dans les Hantons. Vous êtes tous invités, évidemment. Élise retrouva alors sa voix, posée et claire, malgré les larmes qui menaçaient de couler. Tu as raison, Roland. Le silence retomba sur la salle. Je n'ai jamais été faite pour ton monde, poursuivit-elle, chaque mot soigneusement pesé. Parce que ton monde est bâti sur la cruauté déguisée en distinction. Sur le vide habillé en haute couture. J'ai confondu ton attention avec de l'amour, et ton désir de possession avec une relation de couple. Elle saisit sa pochette sur la table, ses mouvements gracieux et délibérés. Mais tu m'as rendu un service ce soir.
tu m'as libéré de cette prison où j'essayais d'être à la hauteur de quelqu'un qui n'a jamais su voir ma valeur. » Le visage de Roland s'empourpra. Il ne s'attendait pas à ce qu'elle réplique. Dans son scénario à lui, elle était censée s'effondrer. Supplier. Faire une scène qui justifierait son geste. Toujours dans le mélodrame, marmonna-t-il. C'est exactement de ça que je parle. Ce que tu veux dire, l'interrompit Élise, sa voix s'élevant avec une puissance tranquille, c'est que tu es un homme médiocre qui a besoin de rabaisser les autres pour se sentir grand. Profite de ta victoire, Roland. Profite de ta jeune mariée et de tes toasts au champagne. Mais sache une chose, un jour, tu chercheras de la profondeur et tu ne trouveras que la superficialité. Tu chercheras l'amour, et tu ne trouveras que des transactions. Elle se tourna vers Lila, dont l'expression arrogante venait de vaciller. Et toi, ma chérie? Profite bien de la bague. C'est la même qu'il a offerte à sa première femme. Il l'a fait remonter, évidemment. Mais la pierre centrale a un défaut. Une inclusion de carbone près de la griffe gauche. Il pensait que je ne l'avais jamais remarqué. Tout comme il pense que tu ne remarqueras jamais les appels qu'il passe à 2 heures du matin. Ni la façon dont il dévore des yeux des femmes plus jeunes dès que tu as le dos tourné. La main de Lila couvrit instinctivement la bague, son visage blêmissant. Élise se dirigea vers la sortie. Ses talons claquaient sur le marbre avec la précision d'un métronome. La foule s'écarta devant elle comme la mer Rouge. En passant devant Willow, son ami glissa, magnifique. Mais Élise l'entendit à peine. Elle était concentrée sur la seule tâche de mettre un pied devant l'autre. Atteindre la porte avant que les larmes ne jaillissent. Derrière elle, elle entendit Roland qui tentait de sauver la face, plaisantant sur les femmes trop émotives. Mais les rires furent forcés et rares. Le voiturier amena sa voiture. La modeste Lexus à propos de laquelle Roland s'était toujours plaint, disant qu'elle ne correspondait pas à leur statut. Elle aimait cette voiture. Achetée avec l'argent de son propre travail de décoratrice, avant leur mariage. Elle était à elle. Intacte. Pure de son influence. Tandis qu'elle s'éloignait de l'hôtel, les larmes coulèrent enfin. Pas seulement pour le mariage qui venait de se briser. Mais pour la femme qu'elle avait perdue en essayant de se fondre dans son monde à lui. Elle s'était défrisé les cheveux parce qu'il disait que les coiffures, au naturel, manquaient de professionnalisme. Elle avait étouffé son rire, jugé trop bruyant. Elle avait cessé de porter les couleurs vives qui la faisaient vibrer, parce qu'il la préférait en beige et en gris. Son téléphone vibrait sans arrêt. Des messages d'amis, supposa-t-elle. Offrant leur soutien ou cherchant des ragots. Elle les ignora tous, sauf un. Nora Ellis. Sa camarade de chambre de l'université, celle qui l'avait mise en garde contre Roland dès le début. Vient de voir les infos. Je saute dans un avion depuis Chicago. J'apporte le vin et les bons conseils. Élise gara sa voiture dans l'allée de la maison qu'elle devrait bientôt quitter. Un monument à l'ego de Roland, tout en ligne froide et moderne, dans une palette sans âme. Elle avait tenté de réchauffer l'atmosphère avec des œuvres d'art et des textiles. Mais il s'était toujours plaint, reléguant ses ajouts dans les chambres d'amis pour qu'il ne, jure, pas avec le reste. À l'intérieur, elle découvrit qu'il était déjà passé. Son dressing était vide. Son bureau entièrement vidé. Sur le comptoir de la cuisine, une enveloppe Kraft. Les papiers du divorce et un post-it griffonné de son écriture, parti avant la fin du mois. La maison est à mon nom. Elle rit, alors. D'un rire amer qui résonna dans l'espace vide. Évidemment. Tout était à son nom. Il avait insisté, pour des raisons fiscales. Et elle lui avait fait confiance. Comment aurait-elle pu faire autrement? Elle l'aimait. Mais tandis qu'elle montait les escaliers vers leur chambre, sa chambre, désormais quelque chose bascula dans sa poitrine. L'humiliation se muait en autre chose. De la détermination, peut-être. Ou simplement la première étincelle lui rappelant qui elle était avant de devenir Madame Roland. Dans le dressing, derrière les costumes qu'il avait abandonnés, elle les trouva. Ses portfolios de design de l'université. Rangés, oubliés depuis leur mariage. Elle les sortit. Des grains de poussière dansaient dans le faisceau de lumière venu de la fenêtre. Les croquis étaient audacieux. Vibrants. Emplis de cette passion qu'elle avait enterrée en essayant d'être à la hauteur d'un homme qui, lui, ne verrait jamais sa valeur. Demain, elle pleurerait à nouveau. Demain, elle devrait affronter les avocats,
les déménageurs. Le démantèlement de toute une vie. Mais ce soir, elle étala ses portfolios sur le lit. Et elle se souvint de la jeune femme qui rêvait en couleur. Celle qui croyait pouvoir transformer les espaces et les vies par la beauté et l'intention. Cette jeune femme-là avait toujours eu de la valeur. Chapitre 2. Élise se réveilla et découvrit que son humiliation avait été capturée, partagée et disséquée sur tous les réseaux sociaux avant même que son café du matin n'ait fini de couler. La vidéo de l'annonce de Roland était devenue virale pendant la nuit. Quelqu'un avait filmé l'intégralité du spectacle humiliant. Les commentaires allaient du soutien aux insultes cruelles. Mais ce fut le titre qui lui retourna l'estomac, un banquier d'affaires largue sa femme pour un mannequin plus jeune lors d'un gala de charité. Comme si cette année de mariage pouvait être réduite à un cliché de tabloïd. Elle se tenait dans la cuisine de son nouvel appartement. Un modeste 3 pièces à Brooklyn qui coûtait plus cher que le prêt immobilier de la plupart des gens. Elle essayait de ne pas le comparer aux penthouse de Manhattan qu'elle avait quitté. L'endroit était plus petit que le bureau à domicile de Roland, mais la lumière du matin qui filtrait par les fenêtres était honnête et chaude. Rien à voir avec l'éclairage design et froid sur lequel il avait insisté. Son téléphone sonna. L'avocate spécialisée en divorce, J. Parker, une femme brillante que Vivian Brox lui avait recommandée. J'ai examiné le contrat de mariage, dit Jade sans préambule. Il est en béton armé. Vous obtiendrez le montant spécifié, $50 000, et rien de plus. Il a tout gardé à son nom. Chaque actif est protégé. $50 000 à New York. Cela pourrait lui tenir 6 mois si elle faisait attention. 7 ans de mariage. Et elle valait moins que le budget mensuel de divertissement de Roland. Et la pension alimentaire? Le contrat y renonce. Vous l'avez signé, Élise. Elle l'avait signé. 3 jours avant leur mariage. Quand Roland le lui avait présenté comme une simple formalité, prouvant que leur amour n'était pas une question d'argent. Elle était si amoureuse. Si confiante. Si stupide. Il y a une chose, cependant, poursuivit Jade. La clause de non-dénigrement. Le contrat stipule qu'aucune des parties ne peut publiquement embarrasser l'autre. Son annonce au gala, filmée et maintenant virale, est une violation manifeste. Nous pourrions négocier davantage. Mais alors même que Jade exposait la stratégie, Élise sut qu'elle n'irait pas sur ce terrain. Elle ne voulait pas de son argent, souillé par les avocats et l'amertume. Elle voulait reconstruire, selon ses propres termes. Après l'appel, elle s'assit au milieu des cartons qu'elle n'avait pas encore déballés et ouvrit son ordinateur portable. Son site web de design, en sommeil depuis 3 ans, la fixait. Roland l'avait convaincue de fermer son entreprise après leur mariage. Pourquoi ma femme aurait-elle besoin de travailler? Avait-il dit, faisant passer cela pour un cadeau plutôt que pour une cage. Elle mit à jour son portfolio, les doigts tremblants. Elle téléchargea des photos des quelques projets qu'elle avait réussi à réaliser en secret. Des chambres d'enfants pour des amis. Le restaurant d'un cousin. Des petits boulots dont Roland n'avait jamais rien su. Le travail était bon, réalisa-t-elle avec surprise. Plus que bon. Il y avait une voix unique dans ses créations. Une chaleur et une authenticité que les espaces stériles que Roland préférait ne pourraient jamais atteindre. À midi, elle avait envoyé des emails de prospection à 17 clients potentiels. À 14 heures, elle avait 3 réponses. À 16 heures, elle était dans la suite d'hôtel de Nora Ellis, pleurant dans un verre de vin, tandis que sa meilleure amie complotait sa vengeance. On pourrait le détruire, dit Nora, son esprit d'avocate déjà en action. Cette vidéo à elle seule prouve un manquement à l'obligation fiduciaire envers l'œuvre de charité. Ramener l'événement à lui pendant une levée de fonds. Le conseil d'administration va être furieux. Mais Élise secoua la tête. Je ne veux pas le détruire, Nora. Je veux oublier qu'il existe. Chérie, il t'a humilié publiquement. Il t'a traité d'indigne. Point et il a prouvé qu'il avait raison. Je n'étais pas digne de ce traitement. Je méritais tellement plus. Nora étudia le visage de son amie, y voyant quelque chose de nouveau sous la douleur. Tu es différente. Je me souviens de qui j'étais. Avant de devenir ce qu'il voulait que je sois. Ce soir-là, seule dans son appartement, Élise trouva le courage de vérifier ses emails professionnels. 14 nouvelles demandes étaient arrivées. La plupart faisaient référence à la vidéo. J'ai vu ce qui s'est passé, écrivait l'un. Quiconque garde autant de dignité mérite ma clientèle.
Un autre, votre mari est un con. Créons quelque chose de beau en dépit de lui. Mais c'est le dernier email qui fit s'arrêter son cœur. Madame Morgan, j'ai un projet de restauration qui nécessite quelqu'un avec votre sensibilité particulière à l'espace et à sa signification. La bibliothèque du domaine Crestmore a besoin d'une refonte complète. Si vous êtes intéressé, veuillez me rencontrer à la Morgan Librairie, jeudi à 14 h. C'est Thornton, domaine Crestmore. Même Roland avait été impressionné par les invitations à cet endroit. La vieille fortune. Le genre qui n'a pas besoin de s'annoncer. Le genre qui regardait Roland comme s'il faisait partie du papier peint lors des rares événements auxquels ils avaient assisté. Elle chercha, c'est Thornton, sur Google et ne trouva presque rien. Quelques mentions dans des œuvres de charité. Pas de photos. Pas de réseaux sociaux. La vieille fortune, en effet. Jeudi arriva trop vite. Elle se tenait devant la Morgan Librairie dans sa plus belle robe restante. Un violet profond que Roland avait détesté, disant que c'était trop ethnique. Elle l'adorait précisément pour cette raison. Pour la façon dont il faisait rayonner sa peau sombre. Pour la façon dont il annonçait sa présence au lieu de s'en excuser. À l'intérieur, elle erra dans la collection de livres rares, se perdant dans la beauté des manuscrits anciens et des reliures en cuir ouvragé. C'était cela que Roland n'avait jamais compris. Le vrai luxe n'était pas une question de prix, mais d'histoire, d'artisanat, d'héritage. Vous appréciez les belles choses. La voix venait de derrière elle, profonde et cultivée, mais sans la prononciation affectée que Roland avait adoptée. Elle se retourna et vit un homme d'une quarantaine d'années, grand et mince, avec des cheveux poivre et sel et des yeux de la couleur du whisky vieilli. Son costume était cher, mais porté avec la nonchalance de quelqu'un qui n'avait rien à prouver. « Monsieur Thornton ?» « Cédric, dit-il en lui tendant la main. Sa poignée de main était ferme, mais douce. « Merci d'être venu. Votre email était intrigant. Le domaine Crestmore était la maison de la famille de ma mère. Elle est décédée il y a 2 ans, et je trouve enfin le courage de m'occuper de sa bibliothèque. Elle a besoin de quelqu'un qui comprend que les espaces détiennent des souvenirs, quelqu'un qui peut honorer le passé tout en créant quelque chose de nouveau. » Ils marchèrent dans le musée tout en parlant, et Élise se sentit se détendre. Il posait des questions intelligentes sur son travail, ses influences, sa philosophie du design. Pas une seule fois il ne mentionna la vidéo, ni Roland, ni le scandale qui l'avait rendu brièvement tristement célèbre. La bibliothèque est vaste, prévint-il. 12 000 volumes, certains datant du XVIe siècle. La pièce elle-même n'a pas été rénovée depuis 1962. J'adore les défis. Il sourit alors, le premier vrai sourire qu'elle voyait de lui, et cela transforma son visage sérieux. Je m'en doutais un peu. Ils discutèrent du calendrier, du budget, généreux mais pas ostentatoire, et de sa vision. Elle sortit sa tablette, esquissant des idées pendant qu'il parlait, et ne remarqua pas à quel point il s'était rapproché jusqu'à ce qu'elle puisse sentir son eau de Cologne. Pas le nuage agressif que Roland affectionnait, mais quelque chose de subtil, comme le cuir et la bergamote. « Vous êtes gauchère » observa-t-il. « Oui. Ma mère aussi. » Elle disait que cela signifiait qu'elle voyait le monde différemment, sous un angle différent de tout le monde. Et c'était le cas. Absolument tous les jours, dit-il, sa voix portant un chagrin encore frais, encore tendre. Elle vous aurait apprécié. C'était une chose étrange à dire à quelqu'un que l'on venait de rencontrer, mais étrangement, cela ne semblait pas déplacé. Cela ressemblait à une reconnaissance. Alors qu'ils se séparaient devant la bibliothèque, il lui tendit une carte avec seulement son numéro personnel. « Appelez quand vous serez prête à voir l'espace. » Et, Madame Morgan. Élise. Ne sous-évaluez pas votre travail. Ni vous-même. Les bonnes personnes reconnaîtront la qualité. Elle le regarda disparaître dans une berline avec chauffeur qui l'attendait. Pas de logo, pas de tape à accent grave-l'œil, juste une élégance discrète. Si différent du besoin de Roland d'afficher sa richesse à chaque instant. Cette nuit-là, elle chercha le domaine Crestmore. Les images qui apparurent lui coupèrent le souffle. Un manoir du Gilded Age sur l'Hudson. 60 pièces. Des jardins conçus par Frédéric Law Olmsted. La bibliothèque seule faisait la taille de son appartement entier. Son téléphone vibra. Un SMS d'un numéro inconnu. J'ai oublié de mentionner, la bibliothèque a un fantôme. Ma mère.
Elle vérifie probablement que je ne laisse personne d'horrible redécorer son sanctuaire. J'ai le sentiment qu'elle vous approuvera. C'est Élise sourit. Le premier sourire sincère depuis cette horrible nuit au gala. Elle avait perdu tout ce qu'elle croyait important. Le mari, la maison, le statut. Mais peut-être, juste peut-être, était-elle en train de trouver quelque chose de mieux. Quelque chose de réel. Quelque chose à la hauteur de la femme qu'elle devenait. Chapitre 3. La rencontre. Le domaine Crestmore émergeait de la brume de la vallée de l'Hudson comme une vision de rêve. Tout en calcaire et en héritage. Des fenêtres qui avaient vu les siècles passés. Élise gara sa Lexus dans l'allée sinueuse, dépassant des jardins qui, même à la fin de l'automne, conservaient une sorte de beauté formelle. Elle s'était habillée avec soin, professionnelle mais authentique. Une robe portefeuille bordeaux qui complimentait sa peau, ses cheveux naturels relevés en un chignon élégant que Roland aurait détesté. Elle ne s'habillait plus pour Roland. Cédric l'accueillit lui-même à la porte. Pas de majordome ni d'assistant en vue. La plupart des gens se perdent à la 3e fontaine, dit-il en guise de salutation. J'ai un excellent sens de l'orientation. Bien. La bibliothèque attend depuis assez longtemps quelqu'un qui sait où il va. Il la conduisit à travers des pièces qui auraient dû ressembler à un musée, mais qui, étrangement, ne donnaient pas cette impression. Oui, il y avait des portraits de Sargent et des lampes Tiffany. Mais il y avait aussi des piles de livres bien lus sur les tables d'appoint. Une tasse de café sur un bureau antique inestimable. Un chat énorme et orange dormant sur ce qui était très certainement une tapisserie du XVIe siècle. C'est Hemingway, dit Cédric, remarquant son regard. Il n'a aucun respect pour la provenance. Nommé d'après Ernest? Oui, le favori de ma mère. Elle disait que tout chat assez prétentieux pour dormir sur de l'art de la Renaissance méritait un nom littéraire. La bibliothèque, quand ils l'atteignirent, lui coupa le souffle. 2 étages d'étagères intégrées, un plafond à caissons avec des détails peints à la main, des fenêtres aux vitres plombées qui transformaient la lumière de l'après-midi en joyaux. Mais il avait raison. Elle était figée en 1962. Tout en acajou lourd et en papier peint vert oppressant. Les livres même étaient presque invisibles dans la pénombre. C'est magnifique, souffla-t-elle. C'est un mausolée. Sa voix portait à la fois frustration et chagrin. Mère avait toujours l'intention de la restaurer. Mais après la mort de père, elle a dit que cela lui semblait mal de changer quoi que ce soit. Puis elle est tombée malade, et... Il s'interrompit, passant la main sur une étagère poussiéreuse. Je veux qu'elle revive. Qu'elle redevienne un endroit où les gens ont envie de lire. Pas seulement un endroit où l'on stocke des livres comme des artefacts. Élise se déplaça lentement dans l'espace, touchant les surfaces, testant la lumière, voyant déjà les possibilités. La structure est extraordinaire. Nous avons juste besoin de la laisser respirer. Des couleurs claires, un éclairage stratégique. Peut-être ouvrir certaines de ces étagères pour créer des coins lecture. Elle sortit sa tablette et commença à dessiner, oubliant sa présence jusqu'à ce qu'elle le sente regarder par-dessus son épaule. Vous le voyez, dit-il doucement. Pas ce que c'était, ni ce que ça devrait être, mais ce que ça pourrait être. C'est mon travail. Non, c'est votre don. Elle leva les yeux et le surprit en train de la regarder avec une intensité qui fit s'accélérer son pouls. Elle recula, restaurant la distance professionnelle. Je devrais prendre des mesures. Bien sûr. Je vous laisse travailler. La gouvernante, Madame Lynn, est dans les parages si vous avez besoin de quoi que ce soit. Je serai dans mon bureau. Il s'arrêta sur le seuil. Prenez votre temps. Mère disait toujours que les meilleures choses ne peuvent pas être précipitées. Seule dans la vaste pièce, Élise se perdit dans le travail. Elle mesura et photographia, prit des notes sur les lignes de mire et la circulation. Elle était debout sur l'échelle roulante, examinant les étagères supérieures, quand elle entendit un bruit en bas. Hemingway avait renversé son café. Madame Lynn le lui avait apporté sans qu'on le lui demande, et le contenu se répandait sur ses croquis. Elle descendit précipitamment, mais Cédric apparut le premier, attrapant des serviettes en papier de quelque part, s'agenouillant à côté d'elle pour sauver son travail. Je suis tellement désolé, dit-il, fusillant du regard le chat, qui semblait totalement impénitent. Hemingway a des opinions bien arrêtées sur les gens. Généralement négatives. En fait, je crois qu'il l'a renversé vers les feuilles blanches. Regardez, mes croquis vont bien.
Ils étaient tous les deux à genoux, leurs visages proches alors qu'ils examinaient les dessins sauvés. Elle pouvait voir les paillettes dorées dans ses yeux bruns, la façon dont ses cheveux bouclaient légèrement sur son col. « Vous avez raison, dit-il, mais il ne regardait plus les croquis. Hemingway pourrait bien vous apprécier. C'est sans précédent. » Le moment s'étira entre eux, chargé de possibilités. Puis son téléphone sonna. La sonnerie de Roland, car elle n'avait pas encore pris la peine de la changer. Le charme se rompit. Je devrais. Elle se leva rapidement, refusant l'appel. Bien sûr. Il se leva également, la distance professionnelle restaurée, mais quelque chose de nouveau dans ses yeux. Je devrais mentionner. J'aimerais que vous sélectionniez certains des livres pour la nouvelle conception. Pas les éditions rares, bien sûr, mais mère a accumulé des milliers de volumes qui pourraient être mieux organisés. Cela vous intéresserait-il? Je suis décoratrice d'intérieur, pas bibliothécaire. Vous êtes quelqu'un qui comprend que les livres sont plus que des objets. C'est ce dont j'ai besoin. Elle pensa à ses propres livres, toujours dans des cartons dans son appartement, attendant des étagères qu'elle ne pouvait pas encore s'offrir. D'accord. Bien. Pouvez-vous revenir samedi? Nous pourrions passer la journée à parcourir la collection. Samedi. Pas un jour de travail. Mais la façon dont il le demandait, prudent et plein d'espoir, indiquait clairement que cela restait professionnel. Principalement. Samedi, ça me va. Il la raccompagna à sa voiture, Hemingway traînant derrière eux comme un chaperon félin. Votre mari, dit soudainement Cédric. C'est un imbécile. Elle s'était demandé quand le sujet viendrait. Tout le monde connaissait la vidéo maintenant. Ex-mari. Ou bientôt. C'est quand même un imbécile. Vous ne me connaissez pas assez bien pour dire ça. Je sais que vous avez passé 3 heures dans cette bibliothèque et que vous n'avez jamais mentionné une seule fois la Bible de Gutenberg sur la 3e étagère. Vous étiez plus intéressé par le fauteuil de lecture près de la fenêtre, par la façon dont la lumière tomberait sur les mains de quelqu'un tournant les pages. Cela me dit tout ce que j'ai besoin de savoir sur vos priorités. Il y a une Bible de Gutenberg? Son rire fut riche et inattendu. 2e étagère, en fait. Mais vous venez de prouver ce que je disais. Alors qu'elle s'éloignait, regardant la maison disparaître dans son rétroviseur, son téléphone sonna à nouveau. Cette fois, elle répondit. Enfin. La voix de Roland, irritée et impatiente. J'ai besoin que tu signes des papiers pour la vente de la maison. Demande à ton avocat de les envoyer au mien. Ne sois pas difficile, Élise. Je sais que tu n'es pas occupé avec tes petits boulots de design. Le mépris dans sa voix lorsqu'il dit « petit boulot de design » lui fit serrer le volant. En fait, je suis très occupé. Je travaille sur le domaine Crestmore. Silence. Puis, c'est impossible. Au revoir, Roland. Elle raccrocha au nez de ses protestations, ressentant une satisfaction qui était probablement mesquine, mais définitivement méritée. Laissez-le s'interroger. Laissez-le réaliser que peut-être, juste peut-être, elle n'avait jamais eu besoin de lui pour être digne de respect. Samedi arriva, gris et brumeux, le genre de temps qui donnait au domaine l'allure de quelque chose sorti d'un roman gothique. Madame Lynn la laissa entrer avec un sourire entendu. Monsieur Thornton est dans la bibliothèque. Il y est depuis l'aube, à trier des livres. Je ne l'ai pas vu aussi investi dans quelque chose depuis. Eh bien, depuis longtemps. Elle le trouva entouré de tours de livres, des lunettes de lecture perchées sur son nez. Complètement absorbé par un volume relié en cuir. Il avait l'air plus jeune, moins sur la défensive. Heureux. De la poésie, devina-t-elle. Il leva les yeux, son sourire gêné mais sincère. Mon vice secret. Mère m'a contaminé très tôt. Écoutez ça. Parle-moi du désespoir, le tien, et je te parlerai du mien. Pendant ce temps, le monde continue. Marie Oliver. Ses sourcils se haussèrent. Vous connaissez. Wild Geese. Ça m'a aidé à traverser des moments sombres. Elle ne mentionna pas que ces moments sombres incluaient mardi dernier. Moi aussi. Il posa le livre avec précaution. Commençons. Ils travaillèrent côte à côte pendant des heures, parlant à peine, mais à l'aise dans le silence. Elle apprit son système, garder. Donner. Réparer.
Il a pris le sien, organisé par sentiment plutôt que par ordre alphabétique. Créez des conversations entre les livres plutôt que des catégories rigides. Vous mettez Hemingway à côté de Morrison, observa-t-il à un moment donné. Ils vont ensemble. La mort de l'illusion. Et moi qui pensais que c'était parce qu'ils parlent tous les deux d'hommes détruits par leur obsession pour les mauvaises femmes. Elle le regarda vivement, mais son expression était innocente. Trop innocente. Vous psychanalysez mon rangement de livres? L'idée ne me viendrait pas à l'esprit. Au fil de la journée, ils parlèrent plus librement. Elle apprit que sa mère avait été avocate pour les droits civiques dans les années 60, l'une des seules femmes de son cabinet. Il apprit que sa grand-mère avait été une couturière qui habillait l'élite de Harlem, que son amour des textiles venait de la magie qu'elle avait vue naître sous ses mains habiles. C'est pour ça que vous l'avez épousée? Demanda soudainement Cédric, puis il parut horrifié. Je suis désolé, ça ne me... Ce n'est rien. Elle réfléchit à sa réponse. Je l'ai épousée parce qu'il semblait offrir la stabilité. La sécurité. Mon père est parti quand j'avais 12 ans, et je pensais que quelqu'un comme Roland, quelqu'un d'aussi agressivement permanent, ne pourrait jamais disparaître. Mais il l'a fait quand même. Ça a juste pris plus de temps et fait plus mal. Ils étaient assis par terre à ce moment-là, entourés de livres, partageant un repas chinois à emporter que Madame Lin avait mystérieusement fait apparaître. Ma femme m'a quitté pour mon associé, dit doucement Cédric. Il y a 5 ans. Elle a dit que j'étais trop absorbé par mon travail, trop distant. Elle avait raison. Je suis désolé. Ne le soyez pas. Nous n'étions pas faits l'un pour l'autre dès le départ. Nous nous sommes mariés parce que c'était attendu, parce que c'est ce que font les gens de notre classe. C'est une terrible raison de lier sa vie à quelqu'un. Quelle est la bonne raison? Il resta silencieux si longtemps qu'elle pensa qu'il n'allait pas répondre. Puis, quand être avec cette personne fait de vous davantage vous-même, et non moins. Quand elle voit qui vous êtes vraiment, et qu'elle choisit de rester malgré tout. Leurs regards se croisèrent par-dessus les livres éparpillés, et quelque chose changea dans l'air entre eux. Pas de l'attirance, cela avait été là dès le début. Mais de la reconnaissance. De la compréhension. Son téléphone vibra. Un texto de Nora. Ça va? Roland n'arrête pas de m'appeler, il essaie de te trouver. La réalité s'imposa. Elle se leva, époussetant son jean. Je devrais y aller. Bien sûr. Il se leva aussi, puis hésita. Élise. Je devrais vous le dire. Je n'ai pas l'habitude. Je veux dire, je vous ai engagé pour votre talent. Pas, je sais. Point mais je sais. Ça aussi. Il sourit, d'un air à la fois triste et enfantin. Ma mère disait toujours que j'étais transparent comme du verre. Elle avait l'air merveilleuse. Elle l'était. Elle vous aurait. Il s'arrêta, secoua la tête. Samedi. Même heure? C'est un rendez-vous. Les mots lui échappèrent avant qu'elle ne puisse les retenir. Je veux dire. Je sais ce que vous voulez dire. Et il le savait. En rentrant chez elle, elle pensa à la reconnaissance. Au fait de voir et d'être vue. Roland l'avait regardée chaque jour pendant 7 ans et ne l'avait jamais vraiment vue. Cédric la connaissait depuis 2 semaines et, d'une manière ou d'une autre, il voyait tout. Cela la ravissait. Cela la terrifiait. Et cela ressemblait à un retour à la maison. Chapitre 4. L'éclosion lente. La première neige de l'hiver tomba le jour où Élise découvrit que Cédric Thornton n'était pas celui qu'elle croyait. Cela faisait 6 semaines qu'elle travaillait à la bibliothèque de Crestmore. Leur samedi avait évolué en une routine confortable. Il l'aidait à trier les livres le matin. Ils déjeunaient ensemble. Puis elle travaillait sur les plans d'aménagement pendant qu'il lisait dans un coin, offrant occasionnellement des réflexions étonnamment perspicaces pour quelqu'un qui prétendait ne rien connaître à la décoration d'intérieur. « Vous avez de la peinture dans les cheveux », dit-il ce samedi-là, tendant la main vers elle avant de se raviser. « Puis-je » Elle hocha la tête, et ses doigts furent doux tandis qu'il trouvait la mèche de verre sauge qu'elle avait testée sur les murs. Son contact s'attarda un instant de trop, et elle le sentit partout. Mieux. Parfait, réussit-elle à dire, bien qu'elle ne parlait pas de ses cheveux. Il dansait autour de cela depuis des semaines. La distance prudente, les silences chargés de sens,
la façon dont ils trouvaient des excuses pour se tenir juste un peu trop près lorsqu'ils examinaient des échantillons de couleurs ou des dos de livres. Elle se disait que ce n'était rien, qu'elle imaginait la façon dont ses yeux la suivaient, la façon dont tout son comportement s'adoucissait quand elle entrait dans une pièce. Puis Madame Lynn apparut avec un plateau de thé et une expression inquiète. « Monsieur Thornton, je suis désolé de vous interrompre, mais le Times appelle à nouveau au sujet de l'acquisition. » Le visage de Cédric s'assombrit. « Dites-leur pas de commentaires. »« Quelle acquisition ?» demanda Élise après le départ de Madame Lynn. Il hésita. « Ce n'est rien. Des affaires. » Mais plus tard, quand il sortit pour prendre un appel, elle fit une recherche Google digne de ce nom sur lui pour la première fois. Elle l'avait évité jusqu'à présent, voulant le connaître tel qu'il était, et non tel qu'Internet le présentait. Les résultats lui firent l'effet d'un coup de poing dans l'estomac. Cédric Thornton, PDG de Thornton International. Fortune nette, 3,2 milliards de dollars. Acquisition récente d'Apex Technologies pour 500 millions de dollars. Des photos de lui avec des présidents, des premiers ministres, des gens dont les noms façonnaient le monde. Et sur chaque photo, la même intensité tranquille, la même réticence à être au centre de la scène. Elle regardait toujours son téléphone quand il revint. « Vous avez fait des recherches sur moi. » Ce n'était pas une question. « Vous êtes milliardaire. » Oui. Vous m'avez laissé penser. J'ai supposé que vous saviez que j'étais à l'aise, mais ça. Est-ce que ça aurait changé quelque chose? Elle voulait dire non, mais ils savaient tous les deux que oui. Elle se serait enfuie, terrifiée à l'idée d'échanger une cage contre une autre, un homme qui la voyait comme un accessoire pour un autre. « Je suis toujours juste moi », dit-il doucement. L'homme qui ne sait pas classer les livres par ordre alphabétique, qui lit de la poésie quand il n'arrive pas à dormir, et qui vous regarde travailler parce que vous êtes la personne la plus fascinante que j'ai jamais rencontrée. Cédric, je sais que vous n'êtes pas prête. Je sais que vous êtes encore en train de guérir. Je ne demande rien, sauf de continuer à faire partie de vos samedis. Le reste, l'argent, les affaires. Ça n'a pas d'importance. Pas ici. Elle regarda autour d'elle la bibliothèque, leur sanctuaire, et fit un choix. Montrez-moi votre poème préféré. Son sourire fut une réponse suffisante. Ils s'installèrent sur la banquette près de la fenêtre, celle qu'il avait insisté pour qu'elle intègre dans le design, et il sortit un volume usé de Rumi, lisant de sa voix calme tandis que la neige tombait dehors. Elle se surprit à regarder ses mains, la façon dont elle berçait le livre comme quelque chose de précieux. « Vous n'écoutez pas » dit-il sans lever les yeux. « J'écoute autre chose. » Leurs regards se croisèrent, et l'air entrecrépita. Il posa le livre lentement, sa main venant se poser près de la sienne sur le coussin. Sans la toucher, mais assez près pour qu'elle puisse sentir sa chaleur. Élise. Son téléphone brisa à l'instant. L'avocat de Roland. Les papiers du divorce nécessitaient une autre signature. La réalité revenait en force. « Je devrais y aller », dit-elle. « Restez. » Le mot était doux mais urgent. « Pas pour. » « Restez, c'est tout. Finissez votre travail. Laissez-moi vous ramener plus tard. Les routes vont être terribles. » Elle resta. Alors que l'après-midi fondait dans le soir, ils travaillèrent dans un silence complice. Elle le surprenait parfois à la regarder, son expression douce et sans défense. Une fois, en lui apportant du thé, ses doigts effleurèrent les siens, et aucun d'eux ne se retira immédiatement. « Parlez-moi de votre projet de rêve », dit-il alors qu'ils étaient assis près du feu que Madame Lynn avait allumé. « Si vous pouviez concevoir n'importe quoi. » « Un centre communautaire, dit-elle sans hésiter. Beau mais fonctionnel. Un endroit où les enfants pourraient découvrir l'art, où les adultes pourraient suivre des cours, et où tout le monde aurait le sentiment d'appartenir à quelque chose. Pourquoi ça? Parce que la beauté ne devrait pas être réservée aux gens qui peuvent se la payer. Parce que tout le monde mérite des espaces qui leur donnent le sentiment d'avoir de la valeur. Il resta silencieux si longtemps qu'elle se demanda si elle avait dit quelque chose de mal. Puis, ma mère vous aurait adoré. Vous n'arrêtez pas de dire ça. Parce que ça n'arrête pas d'être vrai. La neige tombait plus fort maintenant, et Madame Lynn apparut pour annoncer que les routes étaient officiellement dangereuses. J'ai préparé la chambre d'amis bleue, Miss Morgan. La protestation d'Élise mourut devant l'expression de Cédric, à la fois pleine d'espoir et terrifiée. Juste par sécurité, dit-il. Je serai dans mon aile,
c'est complètement séparé. Madame Lin vous donnera tout ce dont vous avez besoin. Elle accepta, se disant que c'était purement pratique. La chambre d'amis était magnifique, tout en bleu doux et crème, avec une vue sur les jardins enneigés. Madame Lin lui avait laissé des articles de toilette et une sélection de vêtements qui, mystérieusement, lui allaient parfaitement. Elle ne parvenait pas à dormir. La maison était trop silencieuse, trop pleine de possibilités. Finalement, elle se glissa à nouveau jusqu'à la bibliothèque, pour y trouver Cédric, lisant à la lueur d'une lampe. « Vous n'arrivez pas à dormir non plus ?» demanda-t-il. Trop de silence. Je sais ce que vous voulez dire. Mère disait que les maisons vides résonnent de ce qui aurait pu être. Elle s'assit en face de lui, repliant ses pieds sous elle. Qu'est-ce qui aurait pu être pour vous? Avant? Une vie de mariage convenable, de réunions de conseil d'administration, et une mort lente par manque de sens. Maintenant? Il la regarda directement. Maintenant, je pense à ce qui pourrait être. Cédric. Je sais. Trop tôt. Trop. Mais. Élise. J'ai besoin que vous sachiez que ce n'est pas une question de conquête, ou de remplacement, ou de toutes ces choses que font les hommes comme votre ex-mari. C'est juste l'histoire d'un homme qui a vécu dans l'ombre et qui trouve quelqu'un qui apporte la lumière. Je ne suis pas la lumière. Je suis brisé et amer. Et vous vous reconstruisez. Il y a une différence. Et vous m'apprenez à me reconstruire, moi aussi. Elle voulait fuir. Elle voulait rester. Elle voulait des choses qu'elle n'était pas prête à vouloir. Lisez-moi quelque chose, dit-elle à la place. Quelque chose qui ne fait pas mal. Il lui lut du S jusqu'à ce que ses yeux s'alourdissent, sa voix se mêlant à ses rêves. Quand elle se réveilla, elle était couverte d'un plaid en cachemire, et il était parti. Mais il y avait une note. La beauté n'est pas réservée à ceux qui peuvent se la payer. Merci de me l'avoir rappelé. Le samedi suivant, elle trouva des plans sur le bureau de la bibliothèque. Les plans d'un centre communautaire à Brooklyn, le quartier où elle vivait maintenant. Son nom était inscrit comme architecte d'intérieur principal. Qu'est-ce que c'est? Une proposition. À faire, uniquement. Il leva les mains devant son expression. La fondation a besoin d'un projet. Vous avez besoin d'un projet de rêve. Sans condition. Il y a toujours des conditions. Pas cette fois. Votre vision. Vos décisions. Je ne suis que le chéquier. Elle étudia les plans, vit le potentiel, sentit le dangereux espoir monter. Pourquoi? Parce que vous avez raison. Tout le monde mérite de beaux espaces. Et parce que vous regardez les créer. Il s'arrêta, une rougeur montant à ses joues. Parce que c'est la bonne chose à faire. Elle savait qu'il y avait plus. Elle le voyait dans la façon dont il la regardait, la façon dont ses mains tremblaient légèrement alors qu'il lui montrait les plans. Cet homme qui commandait des conseils d'administration et façonnait des industries, tremblant parce qu'elle se tenait assez près pour sentir son eau de Cologne. Je vais y réfléchir. C'est tout ce que je demande. Mais cette nuit-là, allongée dans son petit appartement en pensant au plan, elle réalisa que ce n'étaient pas les affaires qui lui faisaient peur. C'était la façon dont Cédric Thornton la regardait comme si elle était déjà entière, alors qu'elle se sentait encore en 1000 morceaux. La façon dont il lui offrait ses rêves sans rien demander en retour. Roland avait tout pris et appelait ça de l'amour. Cédric offrait tout et appelait ça rien. Elle ne savait pas lequel était le plus dangereux. Son téléphone vibra. Un SMS d'un numéro inconnu, mais elle reconnut immédiatement la formulation élégante. La bibliothèque semble vide sans vous pour débattre du placement des livres. Hemingway est d'accord. Il a renversé une étagère entière en signe de protestation. C'est malgré elle, elle sourit. Puis vint la photo. Hemingway au milieu de volumes éparpillés, l'air totalement impénitent. Elle répondit, dites-lui que j'apporterai des friandises samedi. Juste pour Hemingway. Nous verrons bien. Elle pouvait presque entendre son sourire dans sa réponse. L'espoir est cette chose à plumes. C'est du Dickinson, pas du Hafiz. Je contiens des multitudes. Là, vous frimez. Est-ce que ça marche? Elle rit, seule dans son appartement, ressentant quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis des années. Pas l'amour. Pas encore. Mais sa possibilité.
La terrifiante et merveilleuse possibilité d'être vu, et choisi. Et de choisir en retour. Samedi ne pouvait pas arriver assez vite. Chapitre 5. L'épreuve l'appel arriva à 2 heures du matin un mercredi, 3 mois après le début du projet de la bibliothèque. Tu te crois maligne, n'est-ce pas? La voix de Roland était pâteuse, chargée d'alcool et de rage. Élise s'assit dans son lit, instantanément alerte. Comment as-tu eu ce numéro? Je sais tout sur ton petit arrangement avec Thornton. Déjà en train d'écarter les jambes pour un autre riche. Tu es ivre. Je suis informé. Tu sais ce que les gens disent? Que mon ex-femme se ferait un chemin à travers Manhattan à coups de braguette. Que j'avais raison de te quitter. Roland, nous sommes divorcés. Nous ne sommes pas encore divorcés. Les papiers ne sont pas finalisés avant un autre mois. Et je refuse de te laisser m'embarrasser comme ça. La ligne coupa. Elle ne dormit pas du reste de la nuit. Ces mots empoisonnant chaque bon sentiment qu'elle avait réussi à construire. Croqueuse de diamants. L'accusation piquait parce qu'elle savait que d'autres le penseraient aussi. Une femme noire qui quitte un homme blanc riche pour un autre encore plus riche. L'image était dévastatrice. Au matin, elle avait pris une décision. Elle appela le bureau de Cédric. Elle ne l'appelait jamais directement pendant la semaine, maintenant leurs limites professionnelles. J'ai besoin de prendre du recul par rapport au projet, dit-elle quand il répondit, l'inquiétude claire dans sa voix. Que s'est-il passé? Rien. C'est juste. J'ai besoin de me concentrer sur d'autres clients. Élise, parlez-moi. Il n'y a rien à dire. J'enverrai mon assistante finir les mesures. Je ne veux pas de votre assistante. Je veux. Il s'arrêta. J'arrive. Non, ne. Mais 1 heure plus tard, il était à sa porte, l'air plus ébouriffé qu'elle ne l'avait jamais vu. Son sang-froid habituel était fissuré. Dites-moi ce qu'il a dit. Je ne sais pas de quoi. Roland. Il t'a appelé. Simon l'a vu dans un bar hier soir, en train de délirer sur toi et moi. Qu'est-ce qu'il a dit? Elle se détourna. Mais Cédric attrapa doucement sa main. S'il vous plaît. Il m'a traité de croqueuse de diamants. Il a dit que c'est ce que tout le monde penserait. Elle ne put finir. Et vous l'avez cru. Peut-être. Je ne sais pas, elle se dégagea, enlaçant ses bras autour d'elle-même. L'image. Au diable l'image. Elle ne l'avait jamais entendu jurer auparavant. C'était étonnamment efficace. Élise. Regardez-moi. Quand elle le fit, ses yeux étaient féroces. Vous êtes la designer la plus talentueuse que j'ai rencontrée. Vous êtes brillante et douce. Et vous voyez la beauté là où d'autres ne voient rien. Si quelqu'un suggère que vous êtes autre chose que cela, c'est qu'il est aveugle. Mais les gens vont dire. Laissez-les dire. J'ai été la cible de ragots toute ma vie. On apprend à laisser glisser, comme un bruit de fond. C'est différent pour toi. Tu es un homme. Blanc. Riche. Oui. Tout ça. Mais je suis aussi quelqu'un qui sait ce que c'est que d'être réduit à une seule histoire. Pauvre petit garçon riche. Requin froid des affaires. Défini à jamais par l'argent dont j'ai hérité plutôt que par qui je choisis d'être. Il se rapprocha. Sans la toucher. Mais assez près pour qu'elle sente sa chaleur. Vous savez qui je suis vraiment. Je sais qui vous êtes. N'est-ce pas ça qui compte? Avant qu'elle ne puisse répondre, son téléphone sonna. Nora. Vérifie tes emails, dit son ami sans préambule. Maintenant. Le message venait d'un certain Ethan Blake. L'associé de Roland. Objet, vous devriez savoir la vérité sur votre ex-mari. Elle l'ouvrit, les doigts tremblants. Cédric lisait par-dessus son épaule. Des photos. Des documents. La preuve que Roland transférait des actifs sur des comptes offshore. La preuve que Lila Bennett n'était pas sa première liaison, juste la plus publique. Des captures d'écran de messages où il traitait Élise de noms dégradants à ses amis, des années avant leur séparation. Mais ce fut la dernière pièce jointe qui la fit s'asseoir. Une vidéo datant d'il y a 2 ans. Roland lors d'une partie de poker. Ivre et riant. Le mariage, c'est juste un autre investissement. Tu mets un capital minimum.
Tu maximises les retours. Élise est assez belle pour les photos. Assez docile pour le style de vie. Et le meilleur? Elle croit vraiment que je l'aime. La main de Cédric se posa sur son épaule. Stable et chaude. Pourquoi Ethan enverrait-il ça, murmura-t-elle. La réponse arriva dans un autre email. Celui-ci, de Lila Bennett. Ethan m'a tout montré. Roland a volé tout le monde. Y compris moi. Je le quitte. Je pensais que tu devais savoir que tu n'es pas la seule qui l'a berné. Je suis désolé pour le rôle que j'ai joué dans ta douleur. Élise se mit à rire point amer et brisé. Je n'avais donc rien de spécial. Il ne m'avait pas quitté pour elle. Il était juste parti. Élise. J'ai besoin d'être seul. Non, dit Cédric fermement. C'est exactement ce dont vous n'avez pas besoin. Il la guida jusqu'au canapé. Prépara du thé avec une efficacité surprenante dans sa minuscule cuisine. Puis il s'assit à côté d'elle. Sans la toucher. Juste présent. Il ne m'a jamais aimé, dit-elle enfin. C'est lui le perdant. Vous ne comprenez pas. 7 ans. Je lui ai donné 7 ans. Je pensais que si seulement j'essayais plus fort. Que si j'aimais mieux. Que si je changeais davantage. Arrêtez. Sa voix était tranchante. Vous n'avez rien fait de mal. L'amour n'est pas quelque chose que l'on gagne en se rabaissant. Qu'est-ce que vous en savez? Les mots sortirent plus durs qu'elle ne l'aurait voulu. Parce que j'ai fait la même chose. Je me suis plié en 4. J'essayais d'être ce que mon ex-femme voulait. Le parfait mari mondain. Le portefeuille sur pattes. J'ai tellement disparu que j'ai oublié qui j'étais. Jusqu'à ce que je rencontre quelqu'un qui m'a vu. M'a vraiment vu. Pas l'argent, ni le nom, ni les relations. Juste l'homme qui lit mal la poésie, qui ne sait pas ranger les livres et qui perd des après-midi entiers à la regarder travailler, parce qu'elle fait de la création une danse. L'air entrevibrait de possibilités. Je ne suis pas prête, murmura-t-elle. Je sais. Je ne le serai peut-être jamais. J'attendrai. Ce n'est pas juste pour vous. L'espoir est toujours juste. Son téléphone sonna de nouveau. Cette fois, c'était Simon Crestmore, l'assistant de Cédric. Sa voix, d'habitude calme, était paniquée. Monsieur Thornton est avec vous? Il y a une situation. Cédric prit le téléphone, son visage s'assombrissant à mesure qu'il écoutait. Je m'en occupe. Qu'est-ce qui ne va pas? Roland. Il est au domaine. Il exige de me voir. Il fait un esclandre. Oh. Mon Dieu. Cédric. Je suis tellement désolé. Venez avec moi. Quoi? Venez avec moi. Affrontez-le. Montrez-lui qu'il n'a plus aucun pouvoir sur vous. Elle voulut refuser. Se cacher. S'enfuir. Mais quelque chose dans les yeux de Cédric, la confiance, peut-être, ou la foi la fit acquiescer. Le trajet jusqu'au domaine fut silencieux, mais la main de Cédric trouva la sienne sur la console et elle ne la retira pas. Ils entendirent Roland avant de le voir, sa voix portant à travers le parc. Je sais que tu es là-dedans, Thornton. Trop lâche pour m'affronter. Il se tenait près de la fontaine, débraillé comme elle ne l'avait jamais vu, son image parfaite se fissurant. Quand il les vit approcher ensemble, son visage vira au violet. Salope, cracha-t-il à Élise. Cédric s'avança, mais Élise lui attrapa le bras. Non, c'est à moi de gérer ça. Elle marcha vers son ex-mari, se souvenant d'une autre confrontation des mois auparavant, où elle avait dû maintenir sa dignité pendant qu'il la détruisait publiquement. Cette fois, c'était différent. Cette fois, elle n'était pas à lui, pas à détruire. Tu es ivre, Roland. Rentre chez toi. Chez moi? Tu veux dire l'appartement que je loue? Parce que cette Lila m'a plumé. Ou peut-être que tu parles du bureau que j'ai perdu parce qu'Ethan a révélé mes détournements de fonds. L'empire s'effondrait donc. Elle ne ressentit rien, ni satisfaction, ni pitié, rien. Cela n'a rien à voir avec moi. Ça a tout à voir avec toi. Tu étais censé disparaître. Tu étais censé n'être rien sans moi. Au lieu de ça, tu es ici avec lui, vivant la vie que tu n'as jamais méritée. Tu as raison, dit-elle calmement.
Je n'ai jamais mérité la vie que tu m'as donnée. Je méritais tellement mieux. Il se jeta en avant, mais Cédric était là, attrapant le poignet de Roland dans une poigne de fer. Touche-la, et je détruirai ce qu'il reste de ta vie, dit Cédric, sa voix d'un calme mortel. Je m'assurerai que chaque crime que tu as commis soit poursuivi, chaque compte caché exposé, chaque sale secret publié. Tu ne peux pas. Je le peux. J'ai choisi de ne pas le faire parce qu'Élise a plus de grâce que tu n'en mérites. Mais teste-moi encore une fois, et ça changera. La sécurité était arrivée. Des hommes discrets en costume sombre se positionnèrent stratégiquement. Pas, continua Cédric. Ne la contacte pas. Ne prononce pas son nom. Prétends qu'elle n'a jamais existé, comme tu le faisais quand tu étais marié à elle. Roland les regarda tour à tour, quelque chose se brisant dans son expression. Elle n'a rien de spécial. Tu sais, tu vas t'ennuyer. Les hommes comme nous s'ennuient toujours. Les hommes comme toi, peut-être. Mais je ne te ressemble en rien. Le bras de Cédric entoura la taille d'Élise, protecteur et sûr. Je reconnais la valeur quand je la vois. Tandis que la sécurité escortait Roland au loin, il lança un dernier regard en arrière, non pas à Élise, mais au domaine, à ce monde auquel il n'avait jamais tout à fait réussi à appartenir, malgré tous ses efforts. Élise tremblait. Cédric la guida à l'intérieur, jusqu'à la bibliothèque où tout avait commencé. « Je suis désolé, dit-elle. Pourquoi ? Pour amener ce drame à ta porte. Pour être le genre de femme dont l'ex-mari. Il la fit taire d'un doigt sur les lèvres. Tu es le genre de femme qui garde sa grâce sous une pression impossible, qui construit de la beauté à partir des cendres, qui me donne envie d'être meilleur que je ne le suis. Cédric, je suis en train de tomber amoureuse de toi. Les mots restèrent suspendus entre eux comme des étoiles. Je sais que c'est trop tôt. Je sais que tu n'es pas prête, mais j'avais besoin que tu saches que quoi qu'ils disent, qui que ce soit qui juge, je suis là parce que mon cœur reconnaît le tien. Rien de plus, rien de moins. Elle voulut s'enfuir. Elle voulut rester. Elle voulut faire confiance à la chaleur dans ses yeux, à la sécurité dans ses bras. Au lieu de cela, elle dit, la bibliothèque a besoin de rideaux. La lumière de l'après-midi est trop crue. Il sourit, compréhensif. Alors, nous mettrons des rideaux. Ils travaillèrent en silence le reste de l'après-midi, mais quelque chose avait changé. L'épreuve était venue, non pas de la cruauté de Roland, mais de la réponse de Cédric. Il n'avait pas essayé de mener son combat à sa place ou de diminuer sa douleur. Il s'était tenu à ses côtés, stable et sûr, offrant sa force sans lui voler son pouvoir d'agir. Ce soir-là, en rentrant seule chez elle, elle s'autorisa à penser les mots qu'elle évitait depuis des semaines. L'amour, pas encore, mais peut-être. Peut-être. Chapitre 6, la vérité sur Cédric Thornton arriva enveloppé dans le journal intime de sa mère, découvert par accident un jeudi pluvieux. Élise avait tendu la main vers un livre de design sur l'étagère la plus haute lorsque le journal en cuir tomba. Les pages s'éparpillèrent sur le sol de la bibliothèque. Elle s'agenouilla pour les rassembler, ayant l'intention de simplement remettre le journal à sa place quand son propre nom attira son attention. 3 avril. Il y a 2 ans. Vue la plus remarquable des designers aujourd'hui à la galerie Hudson. Élise Morgan. Une telle vision. Une telle chaleur dans son travail. Si j'étais assez bien portante pour enfin restaurer la bibliothèque, c'est exactement elle que je choisirais. Je me suis promis de retenir son nom. Ses mains tremblaient. Il y a 2 ans, avant que la mère de Cédric ne meure, avant que le monde d'Élise n'implose. Vous êtes en avance. La voix de Cédric depuis l'embrasure de la porte se coupa net quand il vit ce qu'elle tenait. Il devint livide. Votre mère savait qui j'étais. Il resta figé. Et à cet instant, elle vit la vérité écrite sur ses traits. Vous saviez qui j'étais, continua-t-elle, la compréhension l'inondant. Quand vous m'avez engagé, ce n'était pas une coïncidence. Élise. Depuis combien de temps m'observiez-vous ? Ce n'est pas ce que vous croyez. Alors expliquez. Elle se leva, tenant le journal comme une preuve. Expliquez pourquoi votre mère a écrit sur moi il y a 2 ans. Expliquez pourquoi vous m'avez contacté par hasard juste après mon divorce. Il entra lentement dans la pièce, comme s'il approchait un animal blessé. Ma mère a vu votre travail à la galerie Hudson. Elle est tombée amoureuse de votre design pour leur salle de lecture.
Elle a parlé de vous constamment ces derniers mois. Comment elle aurait aimé vous engager? Comment elle pouvait voir votre âme dans votre travail? Et vous? Je vous ai cherché après sa mort. Je portais son deuil, je triais ses affaires, et votre nom revenait sans cesse dans ses notes. Alors, oui, j'ai fait des recherches sur vous. J'ai appris que vous étiez marié à Roland Hay. J'ai appris que vous aviez arrêté de prendre des commandes, et j'ai laissé tomber. Mais ensuite, j'ai vu la vidéo, cette horrible vidéo de lui vous humiliant. Ses poings se serrèrent au souvenir. Et tout ce à quoi je pouvais penser, c'est que ma mère aurait été furieuse. Cette femme talentueuse qu'elle avait admirée, en train d'être détruite par un homme petit et cruel. Élise s'effondra sur une chaise, le poids de la manipulation, même bien intentionné, l'écrasant. Alors vous êtes arrivé en sauveur. Non. Il s'agenouilla devant elle, sans la toucher, croisant juste son regard. Je vous ai contacté parce que la bibliothèque avait réellement besoin d'être restaurée, et vous étiez réellement la meilleure personne pour cela. Tout le reste, tout ce qui a grandi entre nous, ce n'était jamais le plan. Comment savoir ce qui est réel? Parce que je suis nul en tromperie. Demandez à n'importe qui. J'ai à peine réussi à organiser des fêtes surprises. Sa tentative d'humour tomba à plat. Élise. Je ne suis pas tombé amoureux de la designer que ma mère admirait. Je suis tombé amoureux de la femme qui se dispute avec moi sur le rangement des livres, qui apporte du café à Madame Berlin sans qu'on le lui demande, qui fredonne du Motown quand elle pense que personne n'écoute. Vous avez quand même menti, par omission. Oui, et j'en suis désolé. J'avais peur que si vous connaissiez le lien, vous penseriez que j'essayais d'accomplir une promesse de lit de mort à ma mère. Que vous vous sentiriez obligé, ou traité avec condescendance. Elle regarda à nouveau le journal, ses doigts traçant son nom dans l'écriture de quelqu'un d'autre. Une femme qu'elle n'avait jamais rencontrée avait vu sa valeur alors qu'elle était invisible pour tous ceux qui prétendaient l'aimer. Parlez-moi d'elle, dit-elle doucement. Le soulagement inonda ses traits. Il s'assit par terre à côté de sa chaise, son épaule frôlant son genou. Elle était brillante, féroce. Elle s'est battue pour les droits civiques à une époque où cela lui a tout coûté socialement. Elle a épousé mon père contre l'avis de sa famille. Il était un nouveau riche, juif, considéré comme inconvenant. Elle aimait les jardins, les romans policiers et le thé si fort qu'il aurait pu décaper de la peinture. Elle a l'air merveilleuse. Elle l'était. Et seule, surtout après la mort de mon père. Je pense que c'est pour ça qu'elle vous a remarqué. Elle a vu quelque chose d'elle-même en vous, quelqu'un qui créait de la beauté dans des espaces qui ne l'accueillaient pas toujours. Élise sentit les larmes monter. J'aurais aimé la rencontrer. Elle vous a rencontré, d'une certaine manière, à travers votre travail. Elle avait l'habitude de dire que l'art était la conversation la plus vraie. Une âme parlant à une autre à travers le temps et l'espace. Ils restèrent assis en silence, la pluie crépitant contre les fenêtres. Finalement, Élise posa la question qui l'effrayait le plus. M'auriez-vous contacté si ce n'était pas pour elle? Je ne sais pas, admit-il. J'aime à penser que le destin aurait trouvé un moyen, mais je ne sais pas. Est-ce que ça importe? Est-ce que ça importait? Elle pensa aux semaines de travail ensemble, à la confiance lentement bâtie, à la façon dont il la regardait comme si elle avait décroché la lune. Rien de tout cela n'était à cause du journal de sa mère. Montrez-moi plus, dit-elle en tendant le journal. Ils passèrent l'après-midi à lire ensemble, la voix de sa mère émergeant des pages. Vive, drôle, déchirante dans son honnêteté sur la maladie et la perte, et partout, de petites mentions d'art et de beauté qui avaient attiré son œil, y compris plusieurs autres références au travail d'Élise. 15 juin. Vu la nouvelle installation de M au Riverside Center. Une telle joie dans son utilisation de la couleur. Dans une autre vie, nous aurions été amis. Elle collectionnait des photos de mon travail? S'étonna Élise. Elles sont dans son bureau. Je ne voulais pas que vous les voyiez et que vous pensiez. Ce que vous avez pensé. Quoi qu'il en soit, montrez-les-moi. Le bureau d'Eleanor Thornton était exactement ce à quoi Élise se serait attendue. Un chaos organisé. Des livres partout. Des photos couvrant un mur entier. Et là, dans un coin dédié à l'art qu'il avait ému, se trouvaient des impressions des designs d'Élise. Elle me voyait, murmura Élise, quand j'étais invisible. Elle me voyait. C'est ce qu'elle faisait, dit Cédric. Elle voyait les gens, les voyait vraiment.
C'est la seule chose qu'elle m'ait apprise que je n'ai jamais tout à fait maîtrisée. Vous me voyez. Parce que vous êtes impossible à manquer. Elle se tourna vers lui, cet homme compliqué qui était entré dans sa vie par un mélange de destin et d'intention, de chagrin et d'espoir. J'ai besoin que vous me promettiez quelque chose, dit-elle. Plus d'omission. Plus de protection contre la vérité. Si nous allons. Quoi que ce soit que nous fassions, j'ai besoin d'une honnêteté totale. Vous l'avez. Alors dites-moi pourquoi vous tombez vraiment amoureux de moi. Il n'hésita pas. Parce que vous me rendez courageux. Parce que vous riez de mes terribles blagues, mais jamais de mes rêves. Parce que vous regardez travailler, c'est comme regarder quelqu'un diriger une symphonie que lui seul peut entendre. Parce que vous êtes gentil avec les gens qui ne peuvent rien pour vous. Parce que vous vous reconstruisez sans amertume, juste avec détermination. Parce que quand vous êtes dans une pièce, je ne peux regarder nulle part ailleurs. C'est beaucoup de raisons. J'en ai plus. Vous les voulez par ordre alphabétique ou par intensité? Elle rit, se surprenant elle-même. Vous êtes vraiment nul en tromperie. Le pire. Bien. Elle l'embrassa alors, doucement, avec certitude, goûtant la vérité et la possibilité sur ses lèvres. Quand ils se séparèrent, ses yeux étaient écarquillés d'émerveillement. C'était de l'honnêteté? Une honnêteté totale. Ce soir-là, alors qu'ils travaillaient côte à côte dans la bibliothèque, Élise se surprit à penser à Eleanor Thornton et au fils qui relie les gens à travers le temps et la perte. Une femme qu'elle n'avait jamais rencontrée avait vu sa valeur et, en mourant, avait en quelque sorte donné à son fils l'impulsion de la trouver. « Croyez-vous au destin » demanda-t-elle soudain. Cédric leva les yeux du livre qu'il cataloguait. « Je crois en la possibilité, en l'idée que certaines personnes sont destinées à se rencontrer, même si le comment est compliqué. Votre mère a orchestré cela. D'une certaine manière. Elle en serait insupportablement fière. Parlez-moi encore d'elle. » Alors il le fit. Les histoires coulaient pendant qu'il travaillait. Eleanor Thornton, la jeune avocate, la mère dévouée, la veuve éplorée, la femme qui trouvait du réconfort dans l'art et la beauté, même alors que le cancer lui volait tout le reste. Elle aurait adoré ça, dit-il en désignant la bibliothèque transformée. Pas seulement le design, mais la vie qui s'y trouve. La chaleur que vous avez ramenée. Ce n'est pas fini. Nous non plus. Les mots restèrent suspendus entre eux, promesse et patience entrelacées. Son téléphone vibra. Un texto de Nora. Les papiers du divorce sont prêts pour la signature finale demain. Tu es presque libre. Libre. Le mot aurait dû apporter du soulagement, mais au lieu de cela, elle ne ressentit que de la tristesse pour la femme qui avait signé les premiers papiers 7 ans plus tôt, si sûre d'avoir trouvé l'éternité. Qu'y a-t-il? Demanda Cédric, remarquant son expression. Signature finale des papiers du divorce demain. Comment vous sentez-vous? Comme si je fermais enfin un livre que je n'aurais jamais dû ouvrir. Ou que vous en ouvriez un nouveau que vous étiez toujours destiné à lire. Elle le regarda, cet homme doux et compliqué qu'il avait trouvé à travers la perte et le hasard, et l'œil prémonitoire de sa mère. J'ai peur, admit-elle. De quoi? De croire à nouveau. De faire confiance au fait que quelque chose d'aussi bien puisse être réel. Il prit sa main, son pouce traçant des motifs sur sa paume. Alors nous aurons peur ensemble. Mais, Élise, je préfère être terrifié avec vous qu'en sécurité avec n'importe qui d'autre. Vous citez quelqu'un. Non, c'est tout moi. Terrible, mais à moi. Parfaitement imparfait. Comme nous. Alors qu'il retournait au travail, à l'aise dans un silence partagé, Élise crut entendre quelque chose. Peut-être la maison qui craquait, peut-être le vent, ou peut-être le fantôme approbateur d'Eleanor Thornton, satisfaite que son fils ait enfin trouvé quelqu'un qui le voyait aussi clairement qu'elle avait autrefois vu l'âme d'une jeune designer dans son travail. La vérité, réalisa Élise, ne concernait pas la façon dont il s'était trouvé. Il s'agissait de choisir de rester, de construire, de croire en la possibilité de l'amour après la perte. Et pour la première fois depuis 1 an, elle n'avait pas peur de ce choix. Chapitre 7, la débâcle Lila Bennett ne ressemblait en rien à la femme qui avait volé le mari d'Élise. Assise dans le café où elle avait demandé à la rencontrer, elle semblait plus petite, plus jeune, ses vêtements de marque froissés, son maquillage parfait maculé de larmes. « Merci d'être venue, dit Lila, sa voix à peine plus qu'un murmure. Je sais que je n'ai aucun droit de demander. Élise étudia la femme en face d'elle,
la femme qu'elle avait détestée, enviée, blâmée. Maintenant, elle ne voyait qu'une fille, en réalité, à peine 28 ans, se noyant dans les conséquences. Que voulez-vous, Lila? Vous avertir? M'excuser? Peut-être les deux. Les mains de Lila tremblaient en soulevant son café. Roland a tout perdu, mais il ne partira pas sans bruit. Il vous blâme, il me blâme. Il est. La logique n'a plus d'importance pour lui. Ethan a tout pris, révélé les détournements de fonds, les comptes offshore, la fraude. Le FBI est impliqué maintenant. Roland pourrait aller en prison. Élise ressentit une froide satisfaction, rapidement suivie d'épuisement. Cela n'a rien à voir avec moi. Dans son esprit, si. Il n'arrête pas de dire, si seulement tu étais resté à ta place, rien de tout cela ne serait arrivé. Il vous surveille, vous et Monsieur Thornton. Il me surveille? Lila sortit son téléphone, montrant à Élise des photos. Elle et Cédric à la bibliothèque. Au déjeuner. Ce baiser dans le jardin qu'il pensait privé. Il a engagé quelqu'un. Un détective privé. Il essaie de prouver que vous aviez une liaison avant le divorce. Pour invalider l'accord. Il n'y a presque pas eu d'accord. Et nous n'étions pas. Je sais. J'ai vu la chronologie. Vous n'avez été que professionnel jusqu'à ce qu'il vous quitte. Mais Roland se fiche de la vérité maintenant. Il veut juste vous faire du mal. Le téléphone d'Élise vibra. Cédric, où es-tu? Simon a dit que tu étais parti soudainement. Elle répondit, café avec Lila Bennett. Ça va. Sa réponse fut immédiate, adresse? J'arrive. Elle l'envoya, sachant qu'il s'inquiéterait jusqu'à ce qu'il la voie en sécurité. Pourquoi me dites-vous cela? Demanda Élise à Lila. Parce que j'ai aidé à créer ce monstre. Je pensais que j'étais spécial. Qu'il t'avait quitté pour moi parce que j'étais plus jeune, plus jolie, plus excitante. Lila eut un rire amer. Mais j'étais juste pratique, un accessoire dans sa performance. Quand j'ai découvert les détournements de fonds, je l'ai confronté. Il m'a attrapé, a dit que je lui appartenais, qu'il m'avait faite, que je n'étais rien sans lui. Les mots étaient terriblement familiers. Élise tendit la main sur la table, touchant brièvement celle de Lila. Vous n'êtes pas rien. J'ai 28 ans. Pas de diplôme, pas d'expérience professionnelle à part maîtresse. Que suis-je? Vous êtes quelqu'un qui repart de zéro. C'est terrifiant, mais c'est aussi la liberté. Le carillon de la porte retentit et Cédric entra, sa présence changeant immédiatement l'énergie de la pièce. Il évalua la situation d'un coup d'œil, puis s'approcha prudemment. Mademoiselle Bennett, dit-il poliment. Élise, tout va bien? Lila me prévenait à propos de Roland. Il a engagé un détective. L'expression de Cédric s'assombrit. Je sais. Mon équipe de sécurité l'a intercepté la semaine dernière, essayant d'accéder au domaine. Nous avons géré la situation. Tu étais au courant? Élise se tourna vers lui. Tu le savais et tu ne m'as rien dit. Je ne voulais pas t'inquiéter. Tu commences enfin à te détendre, à sourire à nouveau. Je ne pouvais pas le supporter. Nous avions parlé d'honnêteté. Tu as raison. Je suis désolé. Il se tourna vers Lila. Mademoiselle Bennett, êtes-vous en sécurité? Sait-il où vous logez? Lila secoua la tête. Je suis dans un hôtel sous mon nom de jeune fille, mais je n'ai presque plus d'argent. Il a gelé les comptes avant que je ne puisse. Je vais demander à Simon d'arranger quelque chose, dit simplement Cédric. Un endroit sûr, un avocat, tout ce dont vous avez besoin. Pourquoi m'aideriez-vous? Parce que vous essayez de faire ce qui est juste maintenant. C'est ce qui compte. Élise le regarda prendre les choses en main, passer des appels, organiser la protection et le soutien de la femme qui avait aidé à détruire son mariage. C'était lui. Quelqu'un qui réparait les choses, qui protégeait les gens, qui ne pouvait voir la souffrance sans essayer de la soulager. Plus tard, après que Lila ait été escortée en toute sécurité vers un hôtel sécurisé, Élise et Cédric s'assirent en silence dans sa voiture. « Tu es en colère, dit-il. Je suis confuse. Tu continues de me protéger de choses que j'ai besoin de savoir. C'est ce que je suis. Je protège les gens que je. Il s'arrêta. Les gens que tu. Quoi?
les gens que j'aime. Le mot resta suspendu entre eux, prononcé pleinement pour la première fois sans qualificatif ni condition. Tu m'aimes? De tout ce que j'ai. Même les parties brisées. Surtout celle-là. C'est par là qu'entre la lumière. Avant qu'elle ne puisse répondre, son téléphone sonna. Numéro inconnu. Allô? Tu te crois si maligne? La voix de Roland, pâteuse et vicieuse. Jouer la victime pendant que tu écartes les cuisses pour les milliards de Thornton. Roland. Je vais te détruire, vous deux. J'ai des photos, des preuves. Tout le monde saura quelle salope tu es vraiment. Cédric prit le téléphone de sa main tremblante. C'est Cédric Thornton. Si vous contactez à nouveau Élise, si vous l'approchez, si vous ne saurez ce que prononcer son nom, je vous achèverai. Pas financièrement, vous vous en êtes chargé vous-même. Mais je m'assurerai que vous passiez les 20 prochaines années dans une prison fédérale. Sommes-nous clairs? Tu ne peux pas me menacer. Je ne fais pas de menaces. Je fais des promesses. Testez-moi. Il raccrocha, puis appela immédiatement quelqu'un. Simon, activez l'équipe juridique. Ordonnance restrictive complète. Et appelez notre ami au FBI. Je crois que monsieur E vient de violer les conditions de sa libération sous caution en passant des appels menaçants. Élise tremblait. Cédric la prit dans ses bras, et elle se laissa faire, se sentant en sécurité malgré tout ce qui s'effondrait autour d'eux. Je te tiens, murmura-t-il contre ses cheveux. Je ne le laisserai plus te faire de mal. Je ne suis pas une demoiselle en détresse qui a besoin d'être sauvée. Non, tu es une reine qui mérite une armée. Cette nuit-là, elle resta au domaine. Pas dans la chambre d'amis, mais pas non plus dans la sienne. Au lieu de cela, ils restèrent assis dans la bibliothèque, parlant jusqu'à l'aube de la déchéance de Roland, de la révélation de Lila, des étranges détours qui les avaient réunis. « Penses-tu que les gens peuvent vraiment changer ?» demanda-t-elle alors que le lever du soleil peignait la pièce d'or. « Je pense que les gens peuvent choisir d'être meilleurs. Chaque jour, ils peuvent choisir. Et toi, que choisis-tu? Toi. Chaque jour, de toutes les manières, je te choisis. Même avec tout ce drame, surtout avec lui, tu vaux la peine qu'on se batte pour toi, Élise Morgan. » Son téléphone vibra. Nora, allume les infos. Le gros titre lui noua l'estomac. Le banquier d'affaires Roland est arrêté pour détournement de fonds fédéraux. Les images montraient Roland emmené, menotté. Son image parfaite volait enfin en éclats. Mais ce fut la suite qui lui coupa le souffle. Des photos d'elle et Cédric, prises par le détective. Vendues au tabloïd avec des titres scabreux sur le « nouveau jouet du milliardaire ». « Je suis désolée, dit-elle à Cédric. Cela va nuire à ta réputation. » « Ma réputation? » Il rit. « Élise, ma réputation est celle d'un homme d'affaires froid et calculateur. Être vu comme un homme amoureux ne peut que m'aider. Ce n'est pas comme ça que je voulais que les gens sachent pour nous. Il n'y a pas de nous. Pas publiquement. Pas encore. » Il prit ses mains. « C'est nous qui contrôlons notre histoire. Quand tu seras prête, si tu es prête, nous raconterons notre version. Et si je ne suis jamais prête? Alors nous serons le secret le moins bien gardé du monde, et ça m'ira très bien aussi. Ethan Blake appela cet après-midi-là. Je pensais que tu devais savoir. Roland va plaider coupable. 5 à 10 ans, minimum. C'est fini, Élise. Fini. Son mariage. L'empire de Roland. La vie qu'elle avait cru vouloir. Tout était fini. Mais alors qu'elle regardait Cédric, lisant paisiblement à côté d'elle, Hemingway ronronnant sur ses genoux, elle réalisa que les fins n'étaient que des débuts déguisés. « À quoi tu penses ?» demanda-t-il, remarquant son regard. « Que, peut-être, s'effondrer n'est pas toujours une mauvaise chose. Parfois, les choses doivent voler en éclats pour que de meilleures choses puissent s'assembler. C'est ce que nous sommes? De meilleures choses? Nous sommes quelque chose. Quelque chose de bien. » Elle y réfléchit. Le chemin compliqué qui les avait réunis, les défis encore à venir, la façon dont son cœur s'emballait quand il souriait. Quelque chose de réel, dit-elle enfin. Et c'est suffisant pour l'instant. Il porta la main d'Élise à ses lèvres, embrassant doucement sa paume. Plus que suffisant. Dehors, le monde tourbillonnait de scandales et de ragots, mais à l'intérieur de la bibliothèque,
dans leur sanctuaire de livres et de lumière d'après-midi, Élise sentit les premiers frémissements de quelque chose qu'elle avait cru que Roland avait tué à jamais. La paix. Chapitre 8. La descente. L'appel arriva alors qu'Élise sélectionnait des échantillons de tissu pour les touches finales de la bibliothèque. La voix de Simon était inhabituellement animée. Mademoiselle Morgan, M. Thornton m'a demandé de vous appeler. Il y a eu un développement concernant Monsieur Hay. Son estomac se contracta. Quel genre de développement? Il a tout perdu. Le FBI a saisi tous ses actifs. Mademoiselle Bennett a témoigné contre lui. Il a été libéré sous caution, mais il n'a nulle part où aller. Personne ne prend ses appels. Elle aurait dû se sentir vengée. Au lieu de cela, elle ressentait un vide. Ce soir-là, Cédric la trouva dans la bibliothèque, contemplant l'espace qu'elle avait transformé. Dans 3 semaines, ils organiseraient l'inauguration, un petit rassemblement des amis de sa mère pour célébrer la restauration. « Tu as entendu pour Roland » dit-il. Ce n'était pas une question. Oui. Comment te sens-tu? Comme si je regardais la tragédie de quelqu'un d'autre. C'est un étranger, maintenant. Cédric s'assit à côté d'elle sur le nouveau canapé de lecture, proche mais sans la toucher. Ils avaient été prudents depuis que les photos avaient fait surface, maintenant une distance professionnelle malgré le courant qui passait entre eux. J'ai quelque chose à te demander, dit-il prudemment. Mais j'ai besoin que tu saches que tu peux dire non. Qu'est-ce que c'est? Il sortit une petite boîte en velours. Son cœur s'arrêta. Mais quand il l'ouvrit, ce n'était pas une bague. C'était une clé ancienne. C'est la clé du domaine, expliqua-t-il rapidement, voyant son expression. Non, je ne te demande pas en mariage. Pas encore. Mais je veux que tu aies un endroit qui soit entièrement à toi. Lélé. Ça pourrait être ton atelier, ton sanctuaire. Sans attache, sans attente. Cédric. Avant de dire non, viens voir. Lélé était à couper le souffle, inondée de lumière du nord, parfaite pour le design. Il l'avait déjà fait partiellement préparer, table à dessin, bibliothèque d'échantillons, tout ce dont elle avait rêvé pour un espace de travail. C'est trop. Non. Ce n'est pas assez, mais c'est un début. Un début de quoi? De la vie que je veux construire avec toi. Quand tu seras prête. Si tu es prête. Elle se tourna vers lui, cet homme patient, impossible, qui offrait tout et ne demandait rien. Je ne sais pas comment faire ça. Faire quoi? Faire confiance à l'abondance. Roland m'a appris que l'amour était conditionnel, transactionnel. Toi, tu l'offres comme tu respires. Parce que c'est ce que ça devrait être. Aussi simple que de respirer. Il se rapprocha, sa main trouvant la sienne. J'ai réfléchi au temps. Comment nous le mesurons en avant et après? Avant la mort de ma mère. Après mon divorce. Avant de te rencontrer. Et après. Il n'y a pas des après toi, Élise. Il n'y a qu'un avec. Elle l'embrassa alors, un baiser profond et certain, goûtant la promesse sur ses lèvres. Quand ils se séparèrent, tous deux étaient essoufflés. J'ai une confession à faire, dit-elle. Je reçois des appels, des offres de design. Des grosses offres. De gens qui ont vu les photos, entendu l'histoire. C'est merveilleux. Une à Paris. 6 mois pour restaurer un musée. Son visage ne changea pas, mais elle le sentit se refermer intérieurement. Tu devrais accepter. Juste comme ça? Si c'est ce que tu veux. Et nous? Nous survivrons. La distance n'est rien comparée à ce que nous avons déjà surmonté. Elle étudia son visage, voyant le coup de ses mots. Tu me laisserais partir. Je ne te retiendrai jamais. Ce n'est pas de l'amour, ça. C'est de la possession. Et si je restais? Alors je serais l'homme le plus heureux du monde. Mais seulement si tu restes pour toi, pas pour moi. Son téléphone sonna avant qu'elle ne puisse répondre. Nora. Élise. Tu dois savoir. Roland a appelé mon bureau. Il veut te voir. Quelque chose à propos de tourner la page. Absolument pas, dit Cédric immédiatement. Mais Élise sentit quelque chose bouger dans sa poitrine. En fait. Peut-être que je devrais. Élise. Il est dangereux.
Il est brisé. Il y a une différence. 3 jours plus tard, contre l'avis de Cédric mais avec sa sécurité à proximité, Élise rencontra Roland dans un restaurant public. L'homme en face d'elle ressemblait peu au banquier raffiné qu'elle avait épousé. Il était mince, mal rasé, son costume cher remplacé par des vêtements empruntés et mal ajustés. « Tu as l'air en forme, dit-il amèrement. Tu voulais tourner la page. Parle. Je t'aimais, tu sais. À ma façon. Ta façon, c'était de la possession, peut-être. Mais c'était réel. Non, Roland. Le véritable amour n'humilie pas, il ne diminue pas. Il ne jette pas les gens comme des jouets cassés. Il fixa ses mains. Je n'ai plus rien. Personne. Même pas Lila. Lila avait 28 ans et était traumatisée. À quoi t'attendais-tu? Je m'attendais à de la loyauté. Élise eut un rire sec et amer. Comme la loyauté que tu m'as montrée. Je vais en prison, Élise. 5 ans minimum. Mon avocat dit peut-être 7. Je sais. Es-tu heureuse de me voir comme ça? Elle considéra la question honnêtement. Non. Je ne suis pas heureuse. Je ne suis pas triste non plus. Je ne ressens rien pour toi, Roland. Tu es un étranger qui partage des souvenirs avec quelqu'un que j'étais autrefois. Tu as changé. Je me suis souvenu de qui j'étais avant que tu ne me convainces de l'oublier. Et Thornton? Tu l'aimes? Ça ne te regarde pas. Il finira par t'ennuyer. Toute cette politesse de vieille fortune, cette distance prudente. Il vaut 1000 fois mieux que toi. C'est moi qui t'ai faite. Non. Elle se leva, enfilant son manteau. Tu m'as presque détruite. Il y a une différence. Alors qu'elle s'éloignait, Roland cria, j'ai encore les photos de nous. Notre mariage, nos voyages. Garde-les, dit-elle sans se retourner. Il faut bien que quelqu'un se souvienne de la femme qui est morte en essayant d'être digne de toi. Je préfère celle qui a survécu en partant. Dehors, Cédric attendait près de sa voiture, exactement comme elle l'avait su. C'était comment? Nécessaire. Et maintenant? Maintenant, je suis libre. Ce soir-là, ils travaillèrent côte à côte dans la bibliothèque, préparant l'inauguration. Madame Lynn apporta du thé, Simon s'occupait de la logistique, et Hemingway supervisait depuis son perchoir sur le manteau de cheminée restauré. Je ne prends pas le poste à Paris, dit soudain Élise. La main de Cédric s'immobilisa sur le livre qu'il rangeait. Pourquoi? Parce que j'ai réalisé quelque chose quand j'ai vu Roland aujourd'hui. J'ai passé 7 ans à courir après l'idée du succès de quelqu'un d'autre. Je ne veux pas passer les 7 prochaines à fuir mon propre bonheur. Et ton bonheur est ici? Ce travail, cet endroit. Elle se rapprocha de lui. Toi. Élise. Je t'aime. Les mots sortirent, sûrs et forts. J'aime tes terribles récitations de poésie et ton incapacité à organiser quoi que ce soit, et la façon dont tu me regardes comme si j'étais faite de lumière d'étoiles. Je t'aime, et ça me terrifie. Mais je le choisis quand même. Il la prit dans ses bras, la serrant comme si elle pouvait disparaître. Dis-le encore. Je t'aime, Cédric Thornton. J'ai attendu toute ma vie d'entendre ça. Toute ta vie? Mes 47 années entières ont mené à ce moment. C'est mathématiquement improbable. C'est le destin. Ils furent interrompus par Simon qui s'éclaircissait la gorge. Monsieur, mademoiselle Morgan. Il y a quelque chose que vous devriez voir. Les nouvelles passaient sur sa tablette. Le banquier d'affaires Roland est condamné à 7 ans de prison fédérale. Mais ce fut l'intrigue secondaire qui les figea tous les deux. Dans un dernier acte de dépit, il a vendu toute leur collection de photos personnelles à un tabloïd. Je suis désolé, dit Simon. Nous avons essayé de l'arrêter, mais... Ça n'a pas d'importance, dit Élise, s'étonnant elle-même de le penser. Ce sont des photos d'une femme morte et de l'homme qui l'a tuée. Laissez-les publier des fantômes. Le lendemain matin, les tabloïds publièrent l'histoire. D'épouse trophée à bien-aimé du milliardaire, le parcours d'Élise Morgan. Mais il s'était trompé. Elle n'était, à personne. Elle s'appartenait. L'inauguration de la bibliothèque avait lieu dans 3 jours. Les invitations avaient été envoyées. Les traiteurs réservés.
Ce serait leur première apparition publique ensemble. Si elle choisissait que ce le soit. « Es-tu prête ?» demanda Cédric ce soir-là, alors qu'il finalisait les préparatifs de la fête. Pour tout ce qui vient après. Elle regarda autour d'elle la bibliothèque transformée. Chaleureuse là où elle avait été froide. Vivante là où elle avait été statique. C'était elle qui avait fait ça. Elle avait pris quelque chose de cassé et l'avait rendu beau à nouveau. Tout comme elle le faisait avec elle-même. « Je suis prête, dit-elle. Et elle le pensait. En prison, Roland lirait le compte-rendu de l'inauguration dans une page mondaine vieille d'une semaine. Il verrait des photos de son ex-femme, radieuse envers Émeraude, debout à côté de Cédric Thornton alors qu'il dévoilait la bibliothèque restaurée de Crestmore. Il remarquerait son éclat, la façon dont Cédric la regardait, comment la pièce elle-même semblait célébrer sa vision. Et pour la première fois, il comprendrait ce qu'il avait perdu. Pas une possession ou un trophée, mais une femme dont il avait tenté d'éteindre la lumière, pour la voir ensuite briller encore plus fort sans lui. La descente était complète. Pas la sienne. Elle s'était élevée. La sienne à lui. Chapitre 9, la préparation. Le matin de l'inauguration de la bibliothèque arriva, vif et lumineux, la lumière filtrant à travers les fenêtres restaurées comme une bénédiction. Élise se tenait au centre de l'espace transformé, vérifiant chaque détail pour la 100e fois. Les murs vert sauge complétaient parfaitement les boiseries d'origine. Les nouveaux coins lecture invitaient à la contemplation. La collection, soigneusement sélectionnée et réorganisée, semblait respirer une nouvelle vie. Tu as vérifié cette étagère 4 fois, observa Cédric depuis l'embrasure de la porte, un café à la main. Elle n'a pas bougé. J'ai besoin que tout soit parfait. Ça l'est déjà. Les amis de ta mère viennent. Des gens de la haute société qui m'ont connu comme la femme de Roland. Ils chercheront des défauts. La preuve que je n'ai pas ma place ici. Il s'approcha d'elle, posa son café pour prendre ses mains. Ils verront une designer de talent qui a transformé un mausolée en sanctuaire. Et s'ils ne peuvent pas voir ça, ils n'en valent pas la peine. Madame Lynn apparut avec sa tablette. Mademoiselle Morgan. La section hostile du Times a appelé. Ils veulent photographier la bibliothèque pour leur numéro sur le design. Dites leur nom, dit Cédric immédiatement. C'est privé. En fait, dit lentement Élise, dites-leur oui. Mais seulement la pièce, pas nous. Tu es sûr? Je veux que mon travail parle de lui-même. Laissez-les voir ce que je peux faire. Simon arriva avec une crise. Le traiteur avait apporté la mauvaise couleur de linge de table. Puis le fleuriste appela pour un substitut au gardénia. De petits incendies qu'Élise éteignit avec une confiance croissante. Tu es différente, observa Nora, arrivée tôt pour aider. Tu assumes ton pouvoir. Je me souviens de qui j'étais avant d'avoir oublié. Et qui est-ce? Élise regarda autour d'elle dans la bibliothèque. Cédric dirigeant le personnel, Madame Lynn s'affairant avec les arrangements floraux, Hemingway supervisant depuis son perchoir favori. Quelqu'un qui a sa place ici. Pas à cause de lui, mais à cause de moi. Nora lui serra la main. Il était temps. Vivian Brox arriva ensuite, élégante comme toujours. Chérie. L'espace est magnifique. Éléanore serait folle de joie. Tu crois? J'en suis certaine. Elle parlait de toi, tu sais, avant de mourir. Elle disait que tu avais le don de voir ce que les espaces voulaient devenir. D'autres arrivées précoces, Jasper Klein, l'avocat et ami de Cédric, ou Ilolan Carter de la galerie, même Clara Hudson, la première cliente d'Élise après le divorce. Les vautours viendront aussi, avertit doucement Vivian. Ceux qui se nourrissent de ragots. Es-tu prête? Qu'ils viennent. À 6 heures, la bibliothèque était pleine. Élise reconnut des visages de cet horrible gala de charité. Certains qui avaient été témoins de son humiliation, d'autres qui avaient chuchoté dans son dos. Mais maintenant, ils étaient dans son espace, s'émerveillant de son travail. Transformation extraordinaire, dit quelqu'un. Quelle vision, approuva un autre. Éléanore aurait adoré ça. Cédric la trouva lors d'un moment calme, l'attirant dans un coin. Tu rayonnes. C'est de la terreur, déguisée en confiance. C'est la beauté qui se reconnaît elle-même. Ça n'a même aucun sens. Rien dans notre histoire n'a de sens. Mais nous voilà. Simon apparut avec un murmure urgent.
Monsieur. Il y a un problème. Quelqu'un est là qui n'était pas invité. Ils se retournèrent pour voir Ethan Blake à l'entrée. L'ancien associé de Roland, celui qui avait exposé ses crimes. Je m'en occupe, dit Cédric, mais Élise l'arrêta. Non. Moi. Elle s'approcha d'Ethan d'un pas mesuré. Consciente des regards qui la suivaient. Monsieur Blake. Vous n'étiez pas sur la liste des invités. Je sais. Je suis désolé. J'avais besoin de vous voir. Il avait l'air épuisé, hanté. Je voulais m'excuser. J'ai su ce qu'était Roland pendant des années et je n'ai rien dit. J'étais complice de la façon dont il vous traitait. Pourquoi parler maintenant? Parce que Lila est venue me voir, désespérée et terrifiée, et j'ai vu ce qu'il était vraiment. Ce que j'avais cautionné. Il sortit une enveloppe. Ce sont des documents que vous devriez avoir. La preuve que vous avez contribué à son succès bien plus qu'il ne l'a jamais reconnu. Si jamais vous en avez besoin pour votre réputation. Je ne construis pas ma réputation sur ces échecs. Non. Vous la construisez sur ceci. Il désigna la bibliothèque. C'est magnifique. Vous êtes magnifique. Il ne vous a jamais mérité. Je sais. La simple confiance dans sa réponse sembla briser quelque chose en lui. Je suis désolé pour tout. Je vous pardonne. Juste comme ça? Garder de la colère ne fait que m'empoisonner. Vous avez été un lâche, monsieur Blake. Mais vous essayez d'être meilleur. C'est ce qui compte. Alors qu'il partait, Cédric apparut à son coude. C'était généreux. C'était stratégique. Il possède 3 hôtels. Ils ont tous besoin d'être redécorés. Cédric rit, ravi. L'élève dépasse le maître. J'ai appris du meilleur. La soirée se poursuivit. Élise se retrouva à tenir salon, discutant de philosophie du design avec des gens qui, autrefois, ne la voyaient même pas. Sa confiance grandissait à chaque conversation, à chaque compliment sur son travail. Puis elle la vit. Lila Bennett, planant près de l'entrée, clairement terrifiée mais déterminée. La pièce sembla retenir son souffle tandis qu'Élise se dirigeait vers elle. « Je suis désolé, dit Lila rapidement. Je sais que je ne devrais pas être là, mais j'avais besoin de voir. La transformation. De voir quelque chose de beau après tant de laideur. Élise aurait pu la détruire d'un mot. La salle l'attendait, avide de drame. Au lieu de cela, elle dit, le coin lecture près de la fenêtre est à la meilleure lumière. La section poésie est particulièrement bien fournie. Les yeux de Lila s'emplirent de larmes. Merci. Nous méritons tous la beauté, Lila. Même ceux d'entre nous qui ont fait des erreurs. Alors que Lila disparaissait dans les rayons, Vivian apparut. C'était soit très gentil, soit très malin. Est-ce que ça ne peut pas être les deux? Eleanor aurait dit exactement la même chose. Le clou de la soirée arriva lorsque Cédric demanda l'attention de tous. Mesdames et messieurs. Nous sommes ici pour célébrer non seulement une restauration, mais une résurrection. Cette bibliothèque était le cœur de ma mère, et elle mourait lentement depuis son départ. Élise Morgan ne l'a pas seulement restaurée. Elle l'a ramenée à la vie. Il se tourna vers elle, ses yeux emplis d'une douceur qui lui coupa le souffle. Mais plus que cela, elle a ramené la vie dans toute cette maison. En moi. Elle a pris des choses brisées et les a rendues belles à nouveau. La salle était silencieuse, chacun sentant le poids du moment. Élise, voudrais-tu venir ici? Elle s'avança vers lui, les jambes flageolantes, consciente qu'il s'agissait de plus qu'un simple discours sur la bibliothèque. Il ne posa pas un genou à terre. Cela aurait été trop public pour ce qu'ils étaient. Au lieu de cela, il prit simplement sa main et lui parla comme s'ils étaient seuls. Ma mère a écrit qu'elle reconnaissait ton âme dans ton travail. Je la reconnais aussi. Dans chaque choix, chaque couleur, chaque livre soigneusement placé. Tu ne te contentes pas de concevoir des espaces. Tu les guéris. Tu guéris les gens. Cédric. Je ne fais pas ma demande, dit-il rapidement, provoquant quelques rires dans l'assemblée. Pas encore. Mais je déclare, devant tous ces témoins, que je t'aime. Que j'ai l'intention de t'aimer aussi longtemps que tu me le permettras. Que tu n'as pas seulement transformé cette bibliothèque, mais mon monde entier. La salle éclata en applaudissements,
mais Élise les entendit à peine. Elle était perdue dans les yeux de Cédric, dans la promesse qu'il contenait. « Tu ne peux pas dire des choses comme ça en public, murmura-t-elle. Je peux les dire n'importe où. Je t'aime en public et en privé, dans le silence et le chaos, dans la joie et la peine. Tu es impossible. Je suis à toi. » Elle l'embrassa alors, sans se soucier du public ou des photos qui feraient sûrement surface. Qu'il voie. Qu'il sache qu'Élise Morgan, celle qui avait été publiquement rejetée, était maintenant publiquement choisie. La fête se poursuivit tard dans la soirée, mais Élise le remarqua à peine. Elle était enveloppée dans une bulle de joie, naviguant avec grâce dans les conversations, mais toujours consciente de Cédric à proximité, sa présence comme une encre. Alors que les derniers invités partaient, ils se tinrent ensemble dans la bibliothèque transformée, Hemingway se faufilant entre leurs jambes. « C'était parfait, » dit Cédric. « Presque. Qu'est-ce qui manquait ?» Elle sortit son téléphone, lui montrant un email. « C'est arrivé pendant la fête. Le musée d'art moderne veut que je réaménage leur salle de lecture. Élise, c'est incroyable. Ils veulent l'annoncer à leur gala le mois prochain. En tant que leur designer vedette. Le même gala où Roland a annoncé notre divorce. Oui. Il la serra contre lui. Tu n'as rien à prouver à personne. Je ne prouve rien. Je revendique ma place. Celle que j'ai méritée, pas celle que j'ai obtenue par mariage. Alors nous irons ensemble. Si tu es prête pour ça. Je suis prête depuis le moment où tu as renversé du vin sur mes livres. C'était Hemingway. C'est du pareil au même. Ils se tenaient ensemble dans la bibliothèque dont Eleanor Thornton avait rêvé, qu'Élise avait manifesté, que l'amour avait transformé. Demain, il y aurait des défis. Le projet du MoMA, les ragots, la navigation de deux vies n'en devenant qu'une. Mais ce soir, dans la douce lumière du succès et de la reconnaissance, Élise Morgan se tenait dans sa puissance, tenue par un homme qui la voyait entièrement, entourée par la beauté qu'elle avait créée. Elle n'était plus la femme qui avait été déclarée indigne en public. Elle était la femme qui s'était rendue indéniable. La préparation était terminée. Pas pour la vengeance. C'était un objectif trop petit. Pour le triomphe. Chapitre 10, l'heure des comptes. Le gala annuel du musée d'art moderne scintillait de ce genre d'élégance agressive qu'Élise avait autrefois trouvée intimidante. Aujourd'hui, debout à l'entrée dans une robe émeraude sur mesure qui faisait rayonner sa peau mate, elle ne ressentait qu'une confiance tranquille. « Tu es sûr de ça ?» demanda Cédric, ravageur dans son smoking, sa main chaude sur le bas de son dos. « Je n'ai jamais été aussi sûr de rien. » C'était la même salle de bal. Le même événement caritatif, déplacé de l'hôpital pour enfants au MoMA cette année. Même certains des mêmes visages qui avaient été témoins de son humiliation à peine un an auparavant. Mais tout le reste avait changé. Mademoiselle Morgan. La directrice du musée se précipita vers elle, rayonnante. Notre designer vedette. Tout le monde meurt d'envie d'entendre votre vision pour la salle de lecture. Alors qu'il se déplaçait dans la foule, Élise remarqua le changement. Là où elle avait été invisible, sauf en tant qu'appendice de Roland, maintenant les gens la recherchaient. Son travail avait été présenté dans 3 grands magazines de design. La bibliothèque de Crestmore avait remporté un prix de préservation. Le centre communautaire de Brooklyn portait son nom en tant que designer principal. Élise Morgan, n'est-ce pas? Une femme qu'elle reconnaissait vaguement de l'ancien temps s'approcha. Votre travail est extraordinaire. J'espérais vous engager pour ma maison des Hantons. La conversation coula. Mais Élise se surprit à scanner la pièce. Quelque chose n'allait pas. Puis elle le vit. Pas Roland. Il purgeait 5 à 7 ans dans une prison fédérale. Mais là, près de l'entrée de service, portant un uniforme de traiteur, avec des yeux hantés. Roland est son ex-mari. La pièce sembla basculer. Cédric suivit son regard et se raidit. C'est impossible. Il est en prison. Simon, jamais loin de Cédric, était déjà au téléphone. Après une brève conversation, il revint, le visage sombre. Libération anticipée. Bonne conduite et surpopulation. Il est sorti il y a 3 jours. 3 jours. Et il était venu ici. À cet endroit. Ce soir-là. On s'en va, dit Cédric immédiatement. Non. La voix d'Élise était calme.
Je ne fuis pas. Plus maintenant. Elle regarda Roland se déplacer dans la pièce avec une invisibilité pratiquée. La façon dont les serviteurs sont formés pour ne pas être vus. Il servait du champagne à des gens qui avaient autrefois courtisé ses faveurs. Le puissant n'était pas seulement tombé. Il avait été effacé. Mesdames et messieurs. La directrice du musée demanda l'attention. Ce soir, nous célébrons la transformation. Notre salle de lecture, fermée depuis des décennies, renaîtra grâce à la vision d'Élise Morgan, dont le travail apporte chaleur et humanité à chaque espace qu'elle touche. Les applaudissements remplirent la salle. Élise se dirigea vers le micro, consciente de Roland, figé près de la porte de la cuisine, un plateau tremblant dans ses mains. Merci, commença-t-elle, sa voix claire et forte. Il y a un an, dans cette même salle. J'ai appris que la vie que j'avais construite n'était qu'une illusion. On m'a dit publiquement que j'étais indigne du monde dans lequel j'avais si durement essayé d'entrer. La salle était silencieuse. Tout le monde se souvenait. Ce moment m'a brisé. Mais en me brisant, j'ai découvert quelque chose de remarquable. J'avais essayé d'être digne des mauvaises choses. De la définition du succès de quelqu'un d'autre. D'un amour qui venait avec des conditions et des exigences. Elle croisa le regard de Cédric dans la foule, puisa de la force dans la fierté qu'elle y vit. L'année dernière, j'ai appris que la valeur n'est pas accordée par les autres. Elle est revendiquée par nous-mêmes. Elle est dans le travail que nous faisons, la beauté que nous créons, la grâce que nous maintenons lorsque le monde essaie de nous rabaisser. Un mouvement attira son attention. Roland s'approchait. Pas avec menace, mais avec quelque chose d'autre. Du désespoir, peut-être. Ou de la reconnaissance. La sécurité commença à s'avancer, mais Élise leva la main. Chaque espace raconte une histoire, continua-t-elle, les yeux fixés sur son ex-mari. Certaines histoires parlent de ce qui fut. Mais les meilleurs designs, ceux qui transforment vraiment, parlent de ce qui pourrait être. Roland s'arrêta à quelques mètres. D'aussi près, elle pouvait voir ce que la prison et la perte lui avaient fait. L'arrogance avait disparu, remplacée par quelque chose de creux. La salle de lecture sera un lieu où les histoires commencent, pas où elles se terminent. Où chacun, quelles que soient ses origines ou son compte en banque, peut trouver la beauté et un sentiment d'appartenance. Elle descendit de l'estrade. La foule s'écarta, créant un chemin entre elle et Roland. La salle entière retenait son souffle. « Bonjour, Roland. » Élise. Sa voix était brisée. J'avais juste besoin de travail. L'agence ne m'a pas dit que c'était cet événement avant. Avant que tu sois là. Je peux partir. Je devrais partir. Non. Elle l'étudia. Cet homme qui avait essayé de la détruire. Qui l'avait traité d'indigne. Qui l'avait jeté comme un accessoire démodé. Tu devrais travailler. Tu devrais servir leur champagne à ces gens. Et te souvenir de ce que ça fait d'être invisible dans des pièces où tu comptais autrefois. Je suis désolé. Les mots semblèrent lui faire physiquement mal. Pour tout. Pour ce que j'ai dit, ce que j'ai fait. Pour avoir gâché 7 ans de ta vie. Ils n'ont pas été gâchés. Ils m'ont appris ce que je ne voulais pas. Pour que je puisse reconnaître ce que je voulais. Cédric apparut à ses côtés, protecteur mais non possessif. Est-ce que tout va bien? Oui. Elle toucha brièvement sa main. Roland était sur le point de partir. Il a du travail. Mais Roland ne la regardait plus. Il fixait Cédric avec quelque chose qui ressemblait à de l'admiration. Vous l'aimez, dit-il. Plus que vous ne pourriez l'imaginer. Je peux le voir. La façon dont vous la regardez. Je n'ai jamais. Il laissa sa phrase en suspens, puis redressa les épaules. J'aurais dû la regarder de cette façon. J'aurais dû voir ce que j'avais. Oui, dit simplement Cédric. Vous auriez dû. Roland se tourna à nouveau vers Élise. Le centre communautaire à Brooklyn. J'ai lu à ce sujet. Tu fais ce dont tu as toujours rêvé. Je fais ce que tu disais être indigne de nous. J'avais tort. Surtout. Il souleva légèrement son plateau. Je dois y aller, dit-elle, sans méchanceté. Fais ton service. Gagne ton salaire. Construis quelque chose à partir de rien. C'est ce que j'ai fait. Alors qu'il s'éloignait,
disparaissant à nouveau dans son rôle invisible, Élise sentit quelque chose se relâcher dans sa poitrine. Pas le pardon. Il ne l'avait pas mérité. Pas la satisfaction. Sa souffrance ne lui apportait aucune joie. La résolution. « Tu es sûr que ça va ?» demanda doucement Cédric. « Je suis parfaite. » Et elle l'était. Alors que la soirée se poursuivait, qu'elle discutait de sa vision pour la salle de lecture, qu'elle acceptait félicitations et commandes, elle continuait d'apercevoir Roland servant des boissons, débarrassant des assiettes, traversé du regard par des gens qui avaient autrefois craint son influence. « Tu aurais pu le détruire complètement », murmura Vivian Brox à un moment donné. « Un mot de toi, et il aurait été jeté dehors. Pourquoi gaspillerais-je des mots pour quelqu'un qui n'existe plus dans mon monde ?» Vers minuit, alors que le gala touchait à sa fin, Élise se retrouva sur la même terrasse où, il y a une éternité, elle s'était enfuie pour cacher ses larmes. Cette fois, elle se tenait droite, une coupe de champagne à la main, Cédric à ses côtés. « Regarde » dit-il en montrant le ciel. « Des étoiles à Manhattan. » Parfois, si on sait comment regarder, on peut voir la lumière même dans les endroits les plus sombres. C'est soit profond, soit terrible. Les deux. Je suis constamment les deux. Elle rit, se penchant contre lui. Je t'aime. Toujours ? Encore plus. Même après ce soir ? Surtout après ce soir. Tu m'as laissé gérer à ma façon. Tu n'as pas essayé de me sauver ou de te battre pour moi. Tu t'es tenu à mes côtés. Toujours. Simon apparut avec leur manteau. La voiture est prête quand vous le souhaitez. Alors qu'il se préparait à partir, Élise vit Roland une dernière fois. Il ramassait des verres, les épaules courbées par l'épuisement. Pendant un instant, leurs regards se croisèrent à travers la pièce. Elle ne sourit pas. Ne hocha pas la tête. Ne lui accorda aucune reconnaissance. Elle se détourna simplement, prenant le bras de Cédric, marchant vers son avenir. Mais alors qu'il passait près de la zone de service, elle entendit son nom. Élise. Elle s'arrêta mais ne se retourna pas. « Tu as toujours été digne » dit doucement Roland. « C'est moi qui ne l'étais pas » elle continua de marcher sans répondre. Il n'y avait plus rien à dire. Dans la voiture, Cédric sortit une petite boîte. « J'allais attendre, mais... » « Si c'est une bague, ce n'est pas, ouvre. » À l'intérieur se trouvait une boussole ancienne, son cadran gravé d'une citation, elle ne cherchait pas un chevalier. Elle cherchait une épée. « Je ne comprends pas, tu n'as jamais eu besoin d'être sauvé. Tu avais besoin de quelqu'un pour se tenir à tes côtés pendant que tu te sauvais toi-même. Je veux être cette personne, Élise. Aussi longtemps que tu me le permettras. Cédric Thornton, es-tu en train de me demander en mariage sans me demander en mariage? Je propose un partenariat. Un vrai. Où nous nous choisissons tous les deux chaque jour. Sans autre condition que l'honnêteté, la croissance et l'amour. L'amour est la fondation, pas la décoration. Elle l'embrassa alors, un baiser profond et sûr, goûtant la promesse et la possibilité. Oui, dit-elle contre ses lèvres. Oui à quoi? À tout. Au partenariat, à la croissance, au choix mutuel. À construire quelque chose de beau. Est-ce un oui au mariage? Demande-moi correctement et tu verras. Il rit, la serrant contre lui. Élise Morgan, gardienne de son propre nom, transformatrice d'espace, guérisseuse de choses brisées. Veux-tu m'épouser? Oui. Mais pas tout de suite. Quand? Quand la salle de lecture sera terminée. Quand je me serai prouvé à moi-même que je ne cours pas vers toi pour échapper à quelque chose, mais que je te choisis, parce que tu es mon foyer. Je peux attendre. Même si ça prend des années. Surtout dans ce cas. Les meilleures transformations prennent du temps. 6 mois plus tard, la salle de lecture du MoMA ouvrit ses portes sous des louanges universelles. Le design fut présenté dans le monde entier, cimentant la réputation d'Élise en tant que visionnaire. Le mariage fut intime. Juste la famille et les amis proches, dans la bibliothèque de Crestmore. Entouré de livres, de beauté et du fantôme approbateur d'Eleanor Thornton. Roland est, enchaînant toujours les boulots de traiteur tout en reconstruisant sa vie, verrait l'annonce dans le Times. La photo montrait Élise, radieuse en soie crème, Cédric la regardant comme si elle avait décroché la lune, et Hemingway fièrement positionné entre eux. Il la fixerait longtemps, voyant ce qu'il avait eu et perdu.
Ce qu'il avait jeté pour l'illusion de quelque chose de mieux. Puis il plierait soigneusement le journal et irait travailler. Parce que c'est ce qu'on fait quand on a tout perdu. On travaille. On survit. On se souvient. Et on vit avec la connaissance que quelque part dans la ville, la femme que vous aviez traitée d'indigne vivait une vie si belle que ça faisait mal de l'imaginer. Avec un homme qui avait connu sa valeur dès le début. L'heure des comptes était arrivée. Pas avec la vengeance ou la cruauté, mais avec quelque chose de bien plus dévastateur, l'indifférence. Elise Morgan Thornton, qui avait gardé son nom et ajouté le sien, s'était construit une vie si magnifique que l'existence de son ex-mari n'était qu'une note de bas de page. Une anecdote édifiante murmurait dans les soirées. Vous vous souvenez de Roland Hay? Il avait tout, et il a tout jeté pour rien. Et dans la bibliothèque de Crestmore, entourée de beauté, de livres et d'un amour infini, Élise se souviendrait parfois de la femme qui s'était tenue, humiliée, dans une salle de bal, pensant que sa vie était finie. Merci, murmurait-elle à cette version brisée d'elle-même. Merci d'avoir survécu assez longtemps pour devenir moi. Le diamant n'avait pas été jeté, après tout. Il avait simplement attendu la bonne lumière pour briller. Épilogue 5 ans plus tard. Le jet privé atterrit à Teterboro par un matin d'octobre vif. Élise leva les yeux de ses croquis les plans d'un nouveau projet à Tokyo alors que Cédric lui serrait la main. Prête pour l'interview? Toujours. Le Times faisait un reportage sur les couples de pouvoir qui avaient trouvé l'amour après une épreuve. Leur histoire était devenue une sorte de légende dans certains cercles. L'épouse rejetée devenue l'une des designers les plus recherchés au monde. Le milliardaire qui avait patiemment attendu qu'elle le choisisse. Mais alors qu'il descendait les marches du jet, Élise le vit. Roland se tenait près du stand de café du terminal. 5 ans de plus, complètement grisonnant, portant un simple uniforme. Il était chauffeur pour un service de VTC. Elle reconnut le logo. Leurs regards se croisèrent à travers le tarmac. Le temps s'arrêta. Puis Roland fit quelque chose d'inattendu. Il sourit. Un sourire ni amer ni faux, mais authentique. Et il leva sa tasse de café dans un petit salut. Une reconnaissance. Une bénédiction, peut-être. Élise hocha la tête une fois. La plus infime des reconnaissances. Puis elle continua à marcher, la main dans celle de Cédric, vers la voiture qui les attendait pour les conduire à leur interview. Leur vie. Leur avenir. Derrière eux, Roland regarda le jet se faire entretenir. Regarda le couple disparaître dans une Bentley. Regarda la vie qu'il avait jetée s'éloigner dans le matin de Manhattan. « C'est ton ex ?» demanda son collègue, qui avait entendu les histoires. « Non » dit doucement Roland. « C'est la femme que je n'ai jamais mérité d'avoir. » Il finit son café et retourna au travail. Certaines heures des comptes ne se terminent jamais. Elles vous apprennent simplement à vivre avec l'écho de ce que vous avez perdu, pendant que le diamant que vous avez rejeté illumine le monde de quelqu'un d'autre. Et dans cette Bentley, Elise Morgan Thornton se pencha contre l'épaule de son mari et sourit. Elle avait gagné. Non pas en le détruisant, mais en devenant elle-même. La plus grande vengeance était une vie bien vécue. Et la sienne était magnifique.